Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire un point général sur l'ensemble des séries des playoffs à quelques heures des rencontres qui vont être disputées ce dimanche. Sans tarder, c'est Charles que je salue. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors pour des raisons de vacances, pour des raisons de vacances de Pâques, Charlie, nous enregistrons un dimanche à quelques heures des matchs qui vont se jouer. Là, on est sur les games 4, il me semble, de plusieurs séries, notamment Lakers contre les Timberwolves. On va en parler, toi et moi, j'ai hâte de t'en parler. Donc, on va faire un petit peu le point de chacun des duels. Il y a des séries qui se sont terminées. On va parler également de ça. Je voulais juste souligner le fait que ça y est, les sponsors, ça a commencé. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà écouté le truc, mais moi je le savais pas. C'est mon frangin qui tout à l'heure m'a envoyé un message qui m'a dit Hey Josh, il y a un sponsor j'ai entendu un sponsor dans ton podcast. Voilà. Donc c'était rigolo. Voilà. Pour souligner également que les vacances de Pâques étant terminées, on va reprendre un rythme normal à partir de vendredi avec un nouvel invité qui travaille pour Combini qui sera là parce que Charlie, tu ne seras pas là pour la semaine prochaine. Ouais, c'est à mon tour d'être absent quelques jours. Ouais, c'est bien de se reposer un peu. Ah, c'est pas mal, hein. Ça fait du bien, commence à faire beau et tout, ouais, ça peut être chouette. Ouais. Avant de commencer quand même le passage sur le point sur toutes les séries, je voudrais vite faire revenir avec toi sur l'arbitrage qui est énormément discuté dans ces playoffs depuis l'entame. Alors, on sait tous que l'arbitrage change en playoff. Tous les ans, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, quasiment. Là, il y en a qui soulèvent le fait que, qui soulignent le fait que c'est plus que d'habitude, c'est beaucoup plus physique que d'habitude. C'est Chris Finch notamment qui a dénoncé le fait que, notamment dans la série Warriors-Rockets, c'était extrêmement physique et que les arbitres laissaient énormément de choses passer, au risque, parfois, selon lui, de mettre la santé des joueurs en danger. Voilà. Alors effectivement, on est sur du basket beaucoup plus physique qu'en régulière. En même temps, j'ai l'impression que ça fait quand même 2 ans maintenant que la NBA a déjà prévenu que ils allaient essayer de nettoyer certaines fautes, certains contacts qui n'étaient pas des contacts naturels. Et moi, j'aime plutôt le fait qu'ils essayent de faire ça. Alors après, c'est clairement pas parfait. On peut pas dire que c'est la perfection qui règne, mais je trouve ça pas désagréable personnellement qu'on soit face à un basket un peu plus physique. J'avais l'impression que beaucoup de gens réclamaient ça. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui de ça. Et je voulais avoir un peu ton opinion là-dessus, Charlie. Et qu'est-ce que tu en penses de cette question d'arbitrage ? Moi, globalement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a une espèce de schizophrénie entre se plaindre toute la saison régulière du fait que la NBA soit trop soft et pas assez défensive, et ensuite se plaindre dès le début des playoffs qu'il y a trop de physicalité. Moi, j'avoue que Chris Finch, quand il parle de l'arbitrage, c'est un peu de tendance à me gaver, parce que c'est pas la première fois en réalité. Cette année, il s'est déjà plaint de l'arbitrage, par exemple du Thunder, en expliquant qu'ils étaient avantagés, qu'ils jouaient sale, mais que par contre, on pouvait pas toucher Shai Gilgeous, etc. Sachant que les Wolves, c'est quand même une des équipes les plus physiques de toute la NBA. Enfin, je veux dire, ils sont quand même assez rentre dedans sur un terrain. Il y a aussi Tom Thibodeau qui a fait une sortie là-dessus en expliquant que Jalen Brunson n'était pas arbitré comme une superstar, enfin en tout cas comme Kate Cunningham qui obtenait beaucoup plus de coups de sifflet. Bon, moi j'avoue que je suis plutôt content du fait qu'on ait des séries où ça se rentre un peu dedans. Alors évidemment, je souhaite pas du tout de voir des mauvais gestes qui mènent à des blessures, c'est pas ça la question. Mais je trouve ça plutôt bien effectivement que les arbitres laissent jouer. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est vrai qu'on a des séries qui sont très physiques. Après, on va pas c'est aussi les affiches qui veulent ça. Il y a des équipes qui peuvent pas se blairer, qui se jouent à ce premier tour de play-off. Ça joue aussi un peu dans le fait que ça sente la poudre comme ça. Non, moi, je suis pas gêné. En plus, je trouve que c'est un peu hypocrite de s'en plaindre. Vraiment, je trouve que je te dis presque schizophrénique de voir cette espèce d'écart qu'il y a entre les plaintes en saison régulière et les plaintes en play-off. Bon, Houston, on sait très bien que c'est une équipe qui est physique, c'est leur identité. Voilà, on va pas commencer à compter les mauvais gestes, à compter les points, c'est pas la question. Côté Golden State, ces dernières années, on en a vu aussi.
Draymond Green, un sacré tableau de chasse. Bon, voilà. Pour moi, c'est un faux débat. Voilà. Ouais, c'est vrai que partout où on regarde, enfin, je veux dire, il y a moyen d'avoir des arguments et des contre-arguments sur pratiquement toutes les conversations qu'on a pu avoir. Euh, on va parler de chaque cas après en évoquant chaque série. Je pense notamment à Lu Dort et Ja Morant, à Jimmy Butler, ce qui lui est arrivé face aux Rockets. On va adresser ça rapidement quand on parlera de chacune de ces confrontations. Et, Mais oui, tu voulais dire? Non, mais juste, il faut pas aussi oublier que, en fait, les arbitres sont des humains et on peut pas Oui, demander un arbitrage totalement uniforme d'une série à l'autre. C'est évident. De toute façon, on sait très bien qu'il y a des erreurs d'arbitrage en playoff. En fait, il y a des erreurs d'arbitrage dans n'importe quel sport. C'est le facteur humain qui veut ça. Et je pense qu'il faut pas y accorder plus d'importance que ça. moi j'ai pas du tout envie de jouer au vieux con et pourtant c'est ce que je vais faire, mais ayant connu le basket à la fin des années 90 et au début des années 2000, où là c'était très franchement, si tu veux voir un basket physique et où c'est à la limite du supportable, j'ai envie de te dire, tu vois, visuellement parlant, où tout est haché tout le temps, où les joueurs se font rentrer dedans tout le temps, là c'était plus compliqué à regarder en tant que fan. Là, c'était parfois même douloureux quand tu regardais certains joueurs, tu te disais, mais mon Dieu, mais c'est hardcore quoi, ce qui leur arrive sur un terrain, c'est quand même extrêmement violent. Là, on est quand même loin du compte, j'ai l'impression. Alors, je comprends bien que l'intégrité physique des joueurs est extrêmement importante et c'est vrai que c'est là que la limite doit être tracée à mon sens. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à mettre les joueurs, la santé des joueurs en danger, c'est là qu'il faut commencer à dire non, stop, ça ne va pas. Quand tu commences à créer des tensions entre les équipes, et Dieu sait que tu as des séries là, voilà, à force de jouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois de consécutives, et ben il y a des animosités qui se créent, il y a des tensions qui se créent entre les joueurs, des choses qui deviennent beaucoup plus personnelles qu'en saison régulière. Et donc là, c'est pareil, là, c'est aux arbitres de contrôler le jeu, de contrôler les émotions, voilà, s'il le faut, parfois d'éjecter les joueurs si ils sentent qu'ils ne sont pas en mesure de garder leur nerf. Bon, j'ai l'impression qu'on n'en est pas encore là, très, très sincèrement. Donc voilà. Personnellement, j'apprécie plutôt le fait qu'il n'y ait pas des coups de sifflet totalement stupides ou des fois des fautes fantômes, des contacts qui sont quand même extrêmement bénins et qui terminent toujours sur la ligne des lancers francs. Moi, personnellement, j'aime plutôt ce que la NBA tente de mettre en place et j'ai plutôt envie d'aller dans le sens, dans ce sens-là, quoi. Ouais, je Dans le suis d'accord. Et puis en plus, enfin enfin, voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir toute la saison à suivre les Rockets aussi pour cette intensité physique qu'ils mettent. oui, C'est pas pour m'en plaindre une fois arrivé en playoff, tu vois, ce serait pas cohérent. on est d'accord. On va parler du Thunder face à Memphis. On aurait pu avoir une série beaucoup plus intéressante entre ces deux équipes. En tout cas, c'est mon sentiment. Après avoir bu la tasse dans les deux premières rencontres, Memphis semblait parti pour choquer la planète basket en infligeant une défaite cuisante à la meilleure équipe de la saison régulière et une des meilleures équipes de l'histoire, carrément. Je parle du Thunder. Jusqu'à ce que Ja Morant sorte sur blessure, après avoir été percuté en plein saut par Lu Dort, le Thunder a réussi l'exploit de refaire son retard de 29 points pour finalement l'emporter à la manière dont on connaît, hein, le Thunder, grosse défense, provoquer des pertes de balles en contre-attaque, l'adresse, un effort collectif, vraiment une énergie de chaque instant. C'était assez impressionnant. La nuit dernière, les Grizzlies se sont fait éliminer après un match au cours duquel ils se sont battus jusqu'au bout. Charles, je dis pas que Memphis avait une chance de l'emporter face au Thunder, Non. mais j'ai quand même le sentiment que cette confrontation avait énormément de potentiel, beaucoup plus de potentiel que je ne l'aurais cru au premier abord. Et on a peut-être été privé d'un duel qui aurait pu être plus compliqué qu'il n'y paraît pour le Thunder, j'ai l'impression. Écoute, oui, c'est sûr que sans la blessure de Ja Morant, par exemple, on aurait pu éventuellement voir une série un peu différente. Maintenant, moi, j'avoue que bah, s'il n'y avait pas eu ce match 3 un peu bizarre, dans le déroulement, je veux dire un peu étonnant, Ouais. moi je pense vraiment que le Thunder avait une vraie marge. Je trouve qu'ils ont bien maîtrisé la série globalement. Ils ont montré à mes yeux que bah, même avec un Shai Gilgeous qui est un peu moins dominant par exemple, leur collectif est vraiment extrêmement solide.
C'est pas un peu moins, dominant. Je vais Oui, revenir beaucoup là-dessus moins. après. Non, non, mais t'as raison. Mais il est monté en puissance, en fait. C'est pour ça que je dis un peu moins, c'est qu'il est quand même assez, enfin, plutôt monté en puissance dans la série. Mais quelque part, c'est peut-être ça, en fait, le plus flippant avec cette équipe. On les imaginait passer tranquillement, mais moi, j'imaginais pas voir leur collectif aussi impactant, aussi rapidement, en tout cas. Pour moi, Memphis aurait pas été en mesure de suivre le rythme. Alors oui, ils se sont bien battus, ils se sont accrochés jusqu'au bout. Hein. Ça a été même assez sympa de voir ça. Scottie Pippen Jr., Desmond Bane, Santi Aldama ont très bien relevé le gant, même avec l'absence de Ja Morant. Mais c'était trop dur. Il y avait trop d'écart entre ces deux équipes. Et je sais pas, moi, j'ai vraiment une sensation bizarre avec cette équipe. C'est une fin de saison bizarre. En fait, j'ai jamais trop su à quoi m'attendre de leur part, jamais trop su sur quel pied danser. Je pense qu'ils vont avoir du boulot cet été et je sais pas très bien ce qui se passe dans ce vestiaire. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vraiment eu un sentiment très bizarre sur cette équipe de Memphis. Donc, j'avoue que même sans la blessure de Morant, moi, j'y croyais pas du tout. Hein. Oui, oui, complètement. Ouais. Je, Moi, ce Game 3, très sincèrement, quand Ja Morant est sorti sur blessure et qu'il y a eu ce comeback absolument incroyable de la part du Thunder, j'étais quand même, une part de moi était quand même un peu sacrément déçu du fait qu'on n'ait pas eu une chance de voir Ja Morant qui tout d'un coup, avec cette équipe de Memphis, se dressait face au Thunder et, et poussait un petit peu justement cette équipe d'OKC à faire face un peu à ce qu'on a peut-être vu un peu l'an dernier. Je sais pas ce que t'en penses, mais Alors ça, à je suis d'accord. certaines limitations qui sont... En fait, quand ces playoffs ont commencé, je pensais pas que Memphis allait être cette équipe-là. L'équipe qui allait permettre de servir de révélateur ou non de l'évolution d'OKC après leur défaite face à Dallas l'an dernier. Et là, on a quand même Shai Gilgeous-Alexander qui shoot à 35% au tir sur les 3 premiers matchs. Il réussit un très bon Game 4, mais bon, réussir un bon Game 4 quand tu mènes 3-0, c'est quand même beaucoup plus facile que quand tu es sur un 2-1 ou un 2-2, quoi. Là, tout d'un coup, tous les tirs que tu prends ont une autre signification, ont une autre portée. Le poids est beaucoup plus lourd sur tes épaules. Il y en a un qui a bien sorti son épingle du jeu du côté du Thunder, c'est Jalen Williams, mais c'est pareil, il remonte un petit peu ses limites avec son adresse à 3 points, il a moins de 30%, il a 28,6 à 3 points. Donc je trouve qu'il y a quelques questions que ça pose côté Thunder et on n'a pas vu beaucoup. On n'a pas perçu beaucoup de choses, je trouve. Et Bah, on aurait pu en apprendre beaucoup plus si Memphis avait un tant soit peu, avait déjà remporté ce Game 3, tu vois. ouais, Rien que ça, déjà. non mais effectivement, même pour eux, en fait, ça aurait pu leur donner peut-être plus de certitude sur leur capacité à réagir après une défaite ou en étant un peu plus dos au mur. Moi, je trouve qu'ils ont quand même fait preuve d'un sacré mental sur ce match 3 parce que, ok, oui, il y a la blessure de Ja Morant, mais il faut quand même les remonter. Il faut quand même le remonter cet écart, ce qui était pas non plus fait d'avance. Mm-hmm. Mais ouais, j'avoue que en fait, je suis pas très inquiet, notamment sur Shai, parce que déjà la saison dernière, il nous a montré qu'il était quand même capable d'être très performant en playoff. Moi, je pense que, par exemple, son adresse, c'est quelque chose qui devrait remonter. Enfin, je suis pas encore inquiet. Après, c'est clair qu'ils vont avoir une opposition probablement très différente en demi-finale de conférence, où ils vont peut-être devoir se sortir un peu plus de leur zone de confort, pardon. Mais voilà, moi je suis pas, j'avoue que je suis moins, enfin en fait je suis moins confiant que toi sur le fait que Memphis aurait pu réellement les pousser dans leur retranchement. Je pense sincèrement que même s'ils avaient perdu le match 3, bah ils auraient déroulé sur la suite de la série en fait. Mm. Plus que, je te dis, plus que les pousser dans leur retranchement, c'est pas tant ça que je suis en train de dire. C'est plus, en fait, j'ai hâte de voir cette équipe du Thunder à partir du moment où elle va se retrouver face à une équipe qui vient vraiment les chatouiller, quoi. Qui vient vraiment les mettre, les contraindre à prendre des décisions difficiles, qui vient vraiment tester l'effort collectif, qui vient vraiment tester certains joueurs, leur adresse, leur capacité à se sortir d'une situation où tout d'un coup, voilà, comme je te dis, t'es beaucoup moins confortable que quand tu déroules, quand tu as l'habitude de dérouler. C'est une équipe qui a gagné 68 matchs, donc je pense qu'ils vont
ils font figure de favoris pour le titre. Avec Cleveland, clairement, à mes yeux, avec Cleveland, Boston et le Thunder, pour moi, sont les 3 équipes qui vont terminer avec le Larry O'Brien Trophy à la fin de la saison. Mais j'aurais été curieux de voir un petit peu quand même, de voir cette équipe de Memphis venir commencer à tester cette équipe de Casey. Pour finir sur Memphis, là, Ja Morant, donc c'est encore une fois blessé. Alors c'est pas de sa faute, bien évidemment, mais ça a tendance à arriver quand même souvent, régulièrement du côté des Grizzlies. C'est aussi son jeu, c'est-à-dire que le gars il saute à 3 mètres au-dessus du sol en permanence. Et les réceptions sont parfois vraiment kamikazes. Bah, en fait, c'est la question que je me pose, Charlie. C'est est-ce que tu penses que Ja Morant, c'est un joueur spectaculaire, certes, mais moi, des fois, quand je le vois jouer, je me dis, mais est-ce qu'il ne devrait pas mieux contrôler justement cette espèce de ses capacités athlétiques et être beaucoup plus sélectif sur les moments où il décide de grimper au plafond, quoi. Bah si, je pense que ça fait très clairement partie de ses axes de développement et d'amélioration. C'est évidemment quelque chose sur lequel il va falloir qu'il réfléchisse et que le coaching staff l'aide à réfléchir aussi. Il a que 25 ans, hein, Ja Morant. Il a encore le temps de faire évoluer son jeu et de devenir plus raisonnable. Mais effectivement, ce serait bien que ça arrive avant qu'il se pète gravement, quoi. Ouais, il a manqué 5 des 27 matchs de playoff des Grizzlies depuis 2019. Depuis qu'il est arrivé dans la ligue. Il a manqué 151 matchs sur les 4 saisons qui viennent de s'écouler. Et surtout la saison dernière. Hein. Ouais, voilà, ouais. Dont ces suspensions. Je sais pas. Je sais pas comment cette équipe des Grizzlies envisage l'avenir de Ja Morant dans l'effectif. Il a encore 3 ans de contrat, 126,5 millions. Je crois qu'ils sont garantis sur son contrat. Oui. Là, les Grizzlies vont devoir renégocier également l'avenir de Jaren Jackson Jr., qui, si il fait une All-NBA team, va voir sa cote grimper. Je crois qu'il sera éligible pour 5 ans et 345 millions. C'est le super max. C'est chaud du côté de Memphis. Il y a des grosses décisions à prendre. Ja Morant, on l'a entendu notamment au moment du transfert de Luka Doncic aux Lakers. On a entendu certains journalistes pointer du doigt le fait que ce n'est pas impossible que les Grizzlies étudient, enfin, du moins voient un petit peu quelles sont leurs options sur le marché des transferts, de façon discrète ou pas, on verra bien. Mais t'en penses quoi, toi, de l'avenir des Grizzlies après cette sortie? Bah, je pense qu'effectivement, il y a pas mal de questions à se poser. C'est une équipe qui a certes beaucoup de potentiel, mais sur lequel il y a également beaucoup de questions. Effectivement, déjà Ja Morant, en fait, qu'est-ce qu'il veut Ja Morant aujourd'hui? Est-ce qu'il veut qu'on parle de lui pour ses performances collectives, ou est-ce qu'il veut qu'on parle de lui pour ses célébrations, pour toutes les polémiques? Est-ce que cette équipe, elle est vraiment construite pour gagner en play-off? Je crois que ces dernières années, ils ont dû gagner une seule série, et encore, Ouais. Enfin, c'est compliqué aujourd'hui de savoir exactement comment le front office veut, enfin, ce que le front office veut faire avec cet effectif. C'est sûr que ils ont des assets, ils veulent bouger sur le marché des transferts, ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui tu t'envisages vraiment de trader un mec comme Ja Morant qui est extrêmement important pour ton équipe? Je sais. En fait, on sait même pas quel sera le coaching staff, si tu veux. C'est trop dur aujourd'hui de projeter, tu vois. Tout à fait. Je pense que tant qu'on sait pas qui sera le coach et quel jeu il veut développer, c'est trop difficile de se prononcer sur l'avenir de cet effectif. Mais je serais effectivement pas étonné qu'il y ait des mouvements. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Cette équipe des Grizzlies est vraiment à un moment peu réjouissant de son évolution. C'est-à-dire que là, il va falloir faire des choix sur l'avenir. Et c'est vrai que je suppose que certains auditeurs peuvent nous écouter et se dire, mais comment tu peux envisager une seule seconde te débarrasser d'un talent comme de Ja Morant? Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Logiquement, quand tu as un joueur comme Ja Morant dans ton effectif, jamais tu penses à t'en séparer. Son association avec Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane, logiquement, c'est un trio sur lequel tu peux tout à fait construire ton avenir. Maintenant, on sait qu'avec la nouvelle convention collective, avoir 3 joueurs payés
grassement, c'est de plus en plus compliqué, notamment pour construire autour d'eux, surtout quand ce sont des joueurs qui ont tendance à manquer des rencontres pour sur blessure et ainsi de suite. J'ai bien aimé l'attitude de Jaren Jackson Jr. à la fin de la série en disant qu'il avait encore énormément enfin, une courbe d'évolution certaine à réaliser, qu'il avait encore plein de points sur lesquels il devait progresser, offensivement, défensivement, dans sa lecture du jeu, surtout dans la compréhension qu'il a du jeu, dans les lectures, ses lectures sur le terrain en termes de passes, d'arrêter de faire des fautes tout le temps. Ouais, c'est ça. Et il a 25 ans, donc il n'est pas encore dans son prime, donc il a encore un peu de temps, mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que vont faire les Grizzlies. La question, c'est aussi, en fait, ce trio que tu évoques, Moran, Bane, Jackson Jr., en fait, combien de temps on leur laisse, enfin, combien de temps le front office leur laisse pour montrer qu'ils sont capables de gagner en playoff? Elle est aussi là, la question, parce que mine de rien, ça fait 4 campagnes de playoff qui jouent ensemble, si je ne m'abuse, pour mine de rien, assez peu de résultats collectifs. Ah, mais complètement. Ah, mais tout à fait. C'est pour ça que la question se pose et qu'elle peut paraître, qu'elle peut paraître contre-intuitive pour certains, parce que tu te dis, ah, mais Ja Morant, c'est un gars, en plus, d'un point de vue marketing, Ja Morant, s'il arrive à un peu retrouver la faveur des médias, c'est un joueur, c'est la parfaite tête de gondole de la ligue, entre guillemets. Oula, avec son passif, là, c'est pas gagné. Hein. Bah, avec son passif, c'est compliqué, mais il peut remonter, on va dire, dans l'estime. Oui, enfin, s'il a envie de faire des efforts, ce qui semble pas être le cas, a priori. Si demain il laissait tout ça derrière lui, qu'il décidait de prendre un peu les bonnes décisions, quoi. Et effectivement, ça a pas l'air d'être ça a pas l'air d'être parti dans ce qu'on a vu ces dernières l'ambiance, quoi. Ouais, ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est a priori, il a pas l'air décidé. Hein. Donc ouais, c'est les Grizzlies, vraiment une équipe à suivre à l'intersaison, définitivement. Tout à fait. Les Cavaliers face au Heat, rouleau compresseur, c'est ce que j'ai noté dans mon petit calepin. L'impression que me donne cette équipe de Cleveland face à Miami, surtout après qu'il leur ait infligé la pire défaite en play-off de l'histoire du Heat dans le Game 3. D'un côté, on a une équipe des Cavaliers qui déroule son basket avec une redoutable efficacité, même quand ils sont privés de Darius Garland. De l'autre, nous avons une équipe du Heat qui ne parvient pas à rivaliser, ni offensivement, ni défensivement. Charlie, on est d'accord que l'espoir est maigre, voire inexistant côté Heat. Oh bah inexistant, oui, je suis d'accord avec toi. Pour tous ceux qui doutaient des Cavs sur ces playoffs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont en train de faire les choses très bien sur ce premier tour. Alors certes, Miami n'est pas une opposition vraiment à craindre, mais n'empêche que Cleveland tient son rang, il n'y a pas le moindre doute, ils dominent franchement les matchs. Leur attaque est aussi performante qu'en saison régulière, et pourtant, Miami, c'est pas une défense ridicule, hein, de mémoire. Je crois qu'ils étaient dans le top 10 des meilleures défenses sur le segment post-All-Star Break. Mais ils se font exploser, en fait. Cleveland profite de chaque petit avantage qu'ils ont. Le boulot qu'ils font dans la raquette est remarquable. Garland absent, il n'y a aucun problème. Miami se monte menaçant en fin de match 2 avec une belle défense et un gros run, pas de souci. Donovan Mitchell rappelle à tout le monde que c'est un joueur de playoff incroyable et qu'il est capable de marquer sur n'importe quelle défense. Offensivement, cette équipe, elle a juste beaucoup trop d'armes, en fait. Pour moi, le test viendra plus tard, éventuellement sur une demi-finale face au vainqueur de Pacers-Bucks, mais ouais, non, ils sont très sereins. On verra si Miami parvient à arracher un match, histoire d'éviter le sweep dans la foulée d'une défaite historique, tu l'as dit, parce que ça fait vraiment, en fait, ça fait mal au cœur de voir cette équipe de Miami se prendre une telle fessée. Je veux dire, c'est quand même, tu vois, si on doit citer une équipe combative ces dernières années en NBA, c'est que c'est bien le Heat, donc forcément ça fait un peu mal au cœur de voir ça, mais j'avoue que sur le papier, ça semble compliqué de l'envisager, quoi. Moi, je n'y crois pas trop. La vie sans Jimmy Butler est excessivement compliquée, quoi. En fait, ils n'arrivent pas à produire une attaque soutenable sur une série face à une équipe des Cavaliers qui, elle, est absolument sûre de son basket. Andrew Wiggins n'est pas Jimmy Butler, ça, oui. Ouais, voilà, là, il y a personne. Tyler Hero, on sait très bien que Tyler Hero, offensivement, ça va, mais défensivement, c'est quand même compliqué. Et tout ça, c'est un truc, ça devient un cercle vicieux, en fait. Dès que tu commences à rater des shoots, ça nourrit l'attaque adverse. Défensivement, si t'arrives pas à arrêter qui que ce soit sur demi-terrain,
c'est encore pire que tout. Donc, et c'est un truc sans fond, quoi, sans fin, quoi. Très clairement. Et quand tu vois le Game 3, les 5 premières minutes, Miami, ils étaient absolument incroyables. Tu te dis, ah tiens, une belle réaction. Et ils se prennent 33-5 dans les 8 minutes qu'on suivit, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi, quoi. C'est le run absolu qui te détruit le moral, quoi. Ouais, et puis c'était Donc, vraiment une démonstration en fait. Enfin, en fait, ouais. on voit vraiment c'est l'attaque des Cavs qui est en train de réciter son basket. Et c'est marrant parce que c'est un sujet dont on a parlé plusieurs fois dans la saison parce que ça faisait Mmh. partie des doutes qui entouraient un peu cette équipe de Cleveland. Est-ce qu'ils seront capables de maintenir ce niveau offensif en playoff? Bah écoute, pour l'instant oui. Pour l'instant oui. On verra si c'est toujours le cas face à une opposition plus relevée. Mais ouais, là, y a rien à Ah dire. non, mais là, pour Et, l'instant, laisse tomber. et vraiment, ce que je trouve génial, moi, c'est de voir à quel point, et ça, c'est le coaching staff, hein, mais à quel point ils exploitent tout ce que l'équipe, enfin tout ce que Miami leur offre, et notamment dans la raquette. Jarrett Allen se régale. Enfin, c'est ouais, franchement, il y a pas grand-chose à dire hein, pour le moment. Non, c'est monstrueux. Ouais. Ouais, c'est la série où il y a le moins de suspense, je pense. Mais c'est clairement une des équipes qui me fait la plus forte impression, Cleveland, parce que, comme tu l'as très bien dit, Miami, C'est pas des Charlots. voilà, c'est pas les Wizards, quoi. Et t'as Bam Adebayo, t'as des joueurs qui sont quand même sérieux. Il y a la belle révélation d'Avion Mitchell. Ça me fait très plaisir de le voir bien jouer, même si ils se font plier. Mais Et puis t'as Spoelstra et sur le t'as banc. Spoelstra sur le banc. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout des guignols cette équipe, quoi. Non, non, vraiment, ouais, je suis Et d'accord. quand tu arrives à t'en sortir comme ça et à dérouler ton jeu comme ils le font, puis t'as une domination dans la raquette qui est absolument, Ouais, c'est c'est terrible. absolument monstrueux, quoi. Dans le Game 3, au rebond, c'est 46-29 pour Cleveland, 60 points inscrits, le hit, c'est 30. Et je veux dire, personne met un pied là-dedans, quoi. Non. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, on a coché nos cases pour, toi, tu as eu la case du coach de l'année avec Atkinson et moi j'ai eu le défenseur de l'année avec Evan Mobley. Ouais, moi j'avais mis Udoka, coach de l'année. Ah bon? Ah Ah ouais, merde. ouais. Ah putain, un souvenir j'ai la mémoire défaillante. Mais je suis très content pour Atkinson. Hein. Moi, j'adore absolument ce qu'il fait à Cleveland et vraiment, j'insiste. Mais cette attaque incroyable, c'est vraiment c'est sa marque et cette manière qu'ils ont d'exploiter chaque petite faiblesse affichée par Miami, là aussi c'est sa marque et honnêtement, je suis très content pour lui. Ouais, carrément. Donc non non, bah écoute, cette équipe de Cleveland pour l'instant ça déroule et franchement j'ai rien d'autre à dire à ce propos. On va parler d'Orlando face à Boston. Le Magic se bat sur le terrain, littéralement, si on écoute les joueurs des Celtics, qui se sont plaints du jeu ultra physique à la limite de ce qui est autorisé, pratiqué par Orlando. Paolo Banchero confirme qu'il est un joueur capable de répondre présent en playoff. Franz Wagner montre de belles choses sur le parquet, une belle évolution par rapport à sa performance de l'an dernier, notamment dans un Game 3 où il a été décisif pour Boston. Il s'agit de terminer cette série en un seul morceau, j'ai envie de dire. Jrue Holiday souffre des ischio-jambiers. Jason Tatum est touché au poignet. Jaylen Brown a entamé la série avec un genou douloureux. Kristaps Porzingis s'est fait ouvrir le crâne par Goga Bitadze au Game 2. Boston reste favori à l'Est, mais une pointe d'inquiétude pourrait se faire sentir si jamais les blessures commencent à s'accumuler. Charles, un mot sur cette confrontation, pardon. Orlando-Boston et sur le statut de Boston dans cette conférence Est. Bah, écoute, déjà, je suis assez content du fait qu'Orlando ait pris un match. C'est quelque chose dont on avait parlé pendant la preview. Cette équipe, elle est méritante. Elle s'est battue toute la saison malgré beaucoup de blessures sur des joueurs importants. Ils sont combatifs et ça fait plaisir de voir que ce duo Banchero-Wagner est aussi capable d'être impactant en playoff. Maintenant, bon, en fait, aujourd'hui pour Boston, la vraie question pour moi, c'est celle de l'état physique global du groupe. Jaylen Brown était incertain avant le début des playoffs. Finalement, il a montré qu'il pouvait très bien tenir sa place. Jason Tatum a loupé le match 2 à cause de douleur au poignet. Jrue Holiday absent au match 3 et qui devrait rater le suivant pour des problèmes aux ischio-jambiers. Alors pour le moment, pardon, c'est pas du tout un problème parce que cette équipe de Boston, elle a une vraie marche sur Orlando. Et même s'ils ont concédé le match 3, je pense qu'il devrait pas y avoir de soucis. Mais c'est quand même la donnée qui est
à mon sens, la plus importante, parce que cette équipe de Boston-là, elle ne vise que le titre, et on sait très bien à quel point rester en bonne santé, c'est une condition importantissime, pour aller au bout. Donc moi, c'est un peu la seule interrogation que j'ai sur cette équipe, en fait. Ouais, complètement. Complètement. J'aime bien Joe Mazzulla, comment il parle de tout ça, personnellement. Je trouve que lui, il en fait pas des caisses sur l'aspect physique, tout ça. Enfin, il reste plutôt mesuré dans ses propos. Même Jaylen Brown a dit, hein, s'il faut aller au combat, c'est ce qu'on va faire. Donc il y a plutôt une bonne attitude générale. Comme tu l'as très bien dit, eux, leur but, c'est d'arriver en un seul morceau dans l'optique d'une confrontation, pour l'instant, qui a l'air assez tracée quand même, face à Cleveland. Tout à fait. On verra si c'est le cas ou pas. Parce qu'il y a d'autres équipes donc qu'il va falloir se farcir entre-temps, et pas des moindres. Donc on verra ce que ça donnera. Côté Orlando, écoute, je suis ravi de voir Banchero sortir la série qu'il nous fait. Ça ne fait que confirmer tout le bien que je pense de ce joueur. Franz Wagner, ça m'a fait plaisir de le voir réussir un bon Game 3. Maintenant, Franz Wagner, je ne sais pas si tu as remarqué, mais son shoot, il a essayé de changer la forme de son shoot, sa mécanique de shoot ces dernières années là, depuis l'été dernier. Ça valait le coup, hein. Je suis désolé, mais il y a un truc qui colle pas du tout dans son move, quoi. Ouais, Très clairement, c'est un boulot énorme. Enfin, c'est encore en chantier son histoire, quoi. Oui, tout Très à clairement. fait. C'est évidemment le point sur lequel il doit travailler. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant parce que, enfin, il y en a tellement, en fait, aujourd'hui, des coachs qui sont spécialisés pour faire bosser les joueurs sur leur shoot. On en a vu tellement des joueurs développer un shoot. À commencer évidemment par mon chouchou Lonzo Ball, mais ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est aujourd'hui dans son geste, il y a vraiment un problème. Je crois qu'il est même pas à 20% d'adresse sur la Non, il série. a 19%, Ouais, c'est ça. 43, 44, on va dire, dans les Alors tirs qu'il de en champ. prend un paquet, hein. Ouais, c'est ça. Il est à 8,7 shoots à 3 points pris par Mais match. Tu laisse vois, c'est pas tomber. possible. C'est Laisse pas tomber. possible de voir ça. C'est miraculeux qu'il en soit à 26 points de moyenne, ou bientôt 27, sur une efficacité aussi Ouais, catastrophique, c'est quoi. clair, c'est clair. C'est c'est assez fou. Après, si tu regardes l'équipe d'Orlando, il y a personne pour nourrir la marque, hein. C'est lui et Banchero qui ont la quasi-totalité des tickets shoot. Donc, Ouais, bah celui qui est vraiment décevant là, c'est KCP, hein. Il a été ah oui, recruté alors là, pour son apport potentiel en playoff pour aider cette équipe à passer un cap. Waouh, ouais. ça fait mal au cœur, hein, de le voir comme ça, KCP. Ah oui, Moi, ça fait mal au cœur. Ouais. c'est un joueur que j'aime bien en plus, donc. Et ouais, offensivement, c'est le néant. Alors défensivement, il se cache pas, mais il se fait manœuvrer par l'attaque de Boston de manière à ce qu'il soit quasiment rendu presque inutile. Ouais, Ouais. c'est difficile de voir KCP là dans cette série, hein. Waouh. Ouais, quand tu vois qu'il se fait que Corey Joseph est beaucoup plus efficace que lui. Toi, j'aurais pas cru en 2025 parler de Corey Joseph en playoff, quoi. Et pourtant, Ouais. c'est ce qu'on a accompli. Anthony Black aussi, il souffre un peu, mais ça va, il démérite pas, tiens. Il a Non, mais 21 ans. de toute façon, tout le monde s'en sort mieux que KCP, hein. Je vais pas te mentir, ça Oui, fait non, tellement mais mal au KCP, cœur. laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Mais ouais, non, voilà. Ouais. Je suis pas très inquiet. Alors quand même, juste, il y a un truc que je veux dire, moi, sur cette série. C'est un Hmm. petit mot sur, c'est un tout petit mot sur un joueur que toi aussi, je crois, t'aimes beaucoup. Alors Ford, il va avoir 39 ans dans quelques jours. On loue beaucoup la longévité incroyable de LeBron. Alors Ford, c'est quelque chose quand même, hein. Il a le 4e temps de jeu de cette équipe Ouais. depuis le début de la série. Tatum et Jrue Holiday absents, c'est lui qui rentre dans le 5, qui tient sa place. Sauf blessure ou élimination prématurée de Boston, auquel je crois pas des masses. Il va passer les 200 matchs de playoff joués dans sa carrière cette saison. C'est énorme. Ça le met aux portes du top 10, je crois, de cette catégorie. Et ça fait trop plaisir. C'est un joueur génial, tellement intelligent, tellement précieux. Je sais qu'il est en fin de contrat, mais l'été dernier, il disait que tant qu'il se sentirait bien, il continuerait à jouer. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'il se sent plutôt bien. J'espère que c'est pas la dernière année qu'on le voit sur un parquet, parce que c'est vraiment un plaisir de voir à leur forme. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Le joueur qui m'impressionne toujours le plus, moi, côté Boston, ça reste quand même Derrick White. Oui. J'hallucine comment ce gars a changé totalement le destin de cette équipe, Et le comment ce mec destin est de Jalen sous-estimé. Brown et de Jason Tatum, quoi. Ouais. J'ai pas, je dis pas ça pour enlever un quelconque mérite à Brown ou Tatum. C'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que Derrick White, c'est quand même un joueur. Il fait partie de ces joueurs dans l'histoire de la ligue qui est vraiment typiquement un joueur assez méconnu du grand public,
Oui. Je pense que les fans occasionnels ne savent pas forcément qui est Derrick White. Alors, ils ont fait les finales en 2022. Enfin, on remarquera quand même que depuis il a intégré cette équipe, Boston a des résultats de fou, quoi. Ils avaient déjà des résultats avant, mais là, il les a vraiment propulsés au rang de contender ultime, quoi. Et, euh, et l'intelligence de jeu de ce joueur, sa faculté à rentrer des paniers à des moments, mais tellement importants, tellement décisifs. Il n'y a rien qu'il ne sache pas faire. Il défend excessivement bien. Tu peux compter sur lui au tir. Il n'a pas peur de prendre les tirs chauds. Il est capable de faire tourner le ballon, de faire la passe qu'il faut, de lire Oui, il sait tout faire. il sait tout faire. Non, Il sait tout faire. mais il sait tout faire à un niveau exceptionnel. Ouais, mais en fait, c'est un profil de joueur qui te transforme d'une très bonne équipe à une équipe qui fait partie des 2-3 favoris pour le titre. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et effectivement, il sait tout faire, il fait tout de manière extrêmement juste. Il est hyper intelligent sur le parquet. Ouais, non, c'est vraiment, c'est une addition extraordinaire dans cette équipe, bien sûr. Ah, mais pour moi, ça a été la métamorphose absolue de cette équipe, quoi. Et le jour où il faudra faire des choix dans cet effectif, lui fait absolument partie des joueurs dont tu dois t'assurer de le garder le plus longtemps possible. En fait, je pense que quand tu es fan d'une équipe, c'est le joueur rêvé que tu veux avoir dans ton effectif. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est pas une superstar, donc c'est pas un joueur qui va commander un salaire mirobolant et ainsi de suite. Et pourtant, je pense que le gars mérite le moindre centime de son contrat chaque saison qu'il joue, quoi. Ah bah cette saison, il touche moins de 30 millions. Mais tu te rends compte. Quand tu vois tous les joueurs beaucoup Mais tu te moins rends bons que compte. lui qui touchent plus que 30, effectivement. Mais tu te rends compte. Ouais, Mais non, moi, bah, c'est ça qui m'hallucine, en fait. Et franchement, Boston, mais c'est une franchise, mais attends, je qui te est dis une gérée. connerie. C'est même pas moins de 30 millions, il touche 20 millions cette saison. 20 millions. Ouais, 28 la saison prochaine, 37 d'après. Mais cette saison, il est à 20, ouais. C'est hallucinant. Mais qui a signé ce contrat? C'est qui son agent à ce gars-là? C'est pas possible. C'est le frère du proprio des Celtics ou quoi? C'est incroyable. Non, non, c'est le joueur. Je sais même pas si on peut dire role player, mais Oh, c'est un lieutenant de luxe. oui, voilà, c'est le lieutenant de luxe par excellence, quoi. Et cette franchise de Boston, elle est tellement bien gérée, c'est c'est rageant. Moi qui suis fan des Nuggets, franchement, ça me fait halluciner, quoi. Ah bah ça, c'est sûr qu'il y a... De voir des gens qui prennent des bonnes décisions Ouais. et qui essayent pas plutôt de faire des économies. Ah tiens, on va se séparer des bons joueurs qui nous permettent de gagner. On va voir si on peut se démerder avec ça. Avec 3 bouts de ficelle et un couteau, c'est parti. Eh ben non. On va parler des Bucks et des Pacers. Doc Rivers, Charlie, a pris une décision capitale après les 2 revers des Bucks face aux Pacers. Dès l'entame de la série, il a titularisé Gary Trent Jr. à la place de Taurean Prince dans le Game 3. Le joueur a répondu présent avec une adresse extérieure qui est venue donner un sursis à Milwaukee. Et Dieu sait qu'ils étaient à 2 doigts de s'incliner dans ce Game 3, hein, parce qu'Indiana était en tête à la mi-temps. Charlie, toi qui es fan des Pacers et un peu moins fan de Doc Rivers, qu'est-ce que tu penses de cet ajustement des Bucks? Pas mal. Non, mais c'est très bien. Pas mal. Non, mais c'est très bien. Alors, moi, je vais même te dire, alors, une fois n'est pas coutume, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, en fait, ce qu'il a fait, effectivement, comme ajustement, mais pas seulement sur les starters, même dans ses rotations au fil du match. Ouais. Voilà, notamment en deuxième mi-temps, où Kuzma, notamment, n'a quasiment pas joué. Je trouve qu'en plus, les joueurs auxquels il a fait appel ne se cachent pas, se donnent à 200%. Ça fait plaisir à voir, c'est bien. Parce que franchement, je pense qu'on était vraiment nombreux à être inquiets pour Milwaukee après les 2 premiers matchs. Ouais. Enfin, on a vu le pauvre Giannis, c'était terrible. Le supporting cast était aux abonnés absents. Alors évidemment, la perf symbolique, c'est celle de Kuzma. Hein, le premier match, 0 points, 0 rebond, 0 passe, 0 interception ou contre en près de 22 minutes de jeu. C'est terrible. Ouais, alors ça c'est un gag, parce que c'est terrible. Et bon, je dis pas que ça arrive, mais Kuzma, son problème va au-delà de rendre une copie absolument atroce. C'est qu'il est idiot, ce joueur. Ah, je me suis demandé quel mot t'allais utiliser. Bah oui, c'est ça. Excuse-moi, mais il est complètement idiot, ce mec. Oui, Je pense que même avec ses blessures,
Tu serais mieux barré avec Chris Middleton, qui au moins sait ce qu'il faut faire sur un terrain de basket, qu'avec Kuzma, où tu vois que le gars ne comprend même pas pourquoi ce qu'il veut faire ne fonctionne pas, en fait. Non, mais je pense que c'est un énorme exploit que les Lakers C'est aient fou. été titrés avec un Kuzma à plus de Tu 20 m'étonnes. minutes par match sur les playoffs. C'est Ah bah incroyable. ça rajoute à la légende de LeBron James, ça. Franchement, c'est fou, quoi. Non, mais ouais, écoute, bon, voilà, heureusement qu'il y a eu ce match 3, tu l'as dit, cette superbe perf collective. Enfin, en fait, c'est au-delà de Gary Trent Jr. qui a qui a plus que sorti la tête de l'eau. Il a été incroyable. Mais honnêtement, de voir sortir ce genre de perf, c'est pas la norme. En fait, on peut pas s'attendre de lui à ce qu'il shoot à 75% à 3 points tous les soirs. Mais ce qui a été un peu rassurant, c'est aussi la défense collective de Milwaukee qui a été enfin performante. Mais ouais, moi je suis désolé, mais dans l'ensemble, franchement, ce début de série, il m'a juste fait mal au cœur. En fait, on a Mm. énormément parlé du supporting cast autour de Nikola Jokic ces derniers mois. Que dire de celui de Giannis? C'est tellement frustrant de voir ça. Il a 30 ans, il est dans son prime. Il a déjà prouvé qu'il pouvait amener une équipe au titre. Il mérite tellement mieux que ça, mais vraiment, il mérite tellement mieux. Et en plus, moi, la cerise sur le gâteau qui m'a donné envie de péter les plombs, c'est qu'au milieu de tout ça, on apprend que les Bucks Euh... prolongent leur general manager. Ah bah oui, c'est clair les Ah, gars. John Ah bah oui. Horst, ah Ah la bah oui, vache. enfin, c'est sûr que quand on voit l'effectif qu'il a monté, là, on a envie de le prolonger, le mec, quoi. T'as ramené Kuzma dans l'effectif? Ça- T'as une prolongation. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc ouais, voilà, c'est bien qu'ils aient remporté ce match 3. Maintenant, honnêtement, s'il faut que Gary Trent Jr. fasse des matchs à 40 points quasiment pour gagner, bah ils vont pas en gagner beaucoup. Hein. Le plus gros changement, bizarrement, pour Milwaukee, ça a été aussi la présence de Damian Lillard. Depuis qu'il est revenu miraculeusement là, dans ce Game 2, euh, Lillard, c'est quand même un. Il a beau avoir des pourcentages atroces, on voit bien qu'il n'est pas en jambes, qu'il n'a pas du tout la condition physique pour faire un match de playoff à haute intensité, Ouais. mais sa présence est ultra bénéfique. Bah oui, parce que Notamment parce que ça rajoute un joueur d'expérience qui sait se placer, qui lui pour le coup sait ce qu'il faut faire sur un terrain, même s'il n'est pas adroit et ainsi de suite, et que les défenses respectent à minima en se disant on sait jamais, on n'a pas du tout envie. Certes, il shoot à 20%, mais on n'a pas envie qu'il prenne feu ouais, à on n'a aucun pas envie moment. d'avoir un Lillard game, quoi. Voilà, ouais, on n'a pas envie de se taper ça. Et je pense que c'est pas totalement impossible qu'on en ait un à un moment ou un autre. En tout cas, ça me dérangerait pas d'en avoir un personnellement. Ça me ferait plaisir pour lui parce que franchement, c'est hardcore depuis qu'il est arrivé à Milwaukee. Mais waouh, Ouais, je suis d'accord. c'est d'une violence cette fin de carrière là. Enfin, cette fin de carrière. On va pas enterrer Damien Lillard trop vite, mais cette association Lillard-Antetokounmpo, pour l'instant, ce n'est que de la frustration, que de la déception. Et voilà, comme tu dis, hein, Gary Trent Jr., tu vas pas parier sur le fait que le gars te plante 37 points à chaque match. Mais ça permet à Milwaukee de se maintenir en vie. J'ai bien aimé le fait que Doug Rivers ne reste pas accroché à son espèce de rotation qu'il avait décidé il y a 3 semaines et qui décide de changer un peu le coup pour voir ce que ça peut donner. Elle n'est pas complètement. Il y a des choses encore à trouver. Si tu regardes également dans les line-up sur NBA.com, donc tu remarques la présence de Brook Lopez. Alors, Brook Lopez, aujourd'hui, sa mobilité, du moins face à Indiana, une équipe qui adore courir, qui adore jouer en contre-attaque, et ainsi de suite, c'est un vrai problème, Brook Lopez, actuellement. Tous les effectifs quasiment avec Brook Lopez, c'est très dur de les faire fonctionner sur le terrain. Ah mais Alors que d'ailleurs, dès que tu as Bobby Portis et Antetokounmpo ensemble, tout d'un coup, ça reprend des couleurs, quoi. ouais, et d'ailleurs, Donc, Doc Rivers s'en est bien rendu compte, parce que en deuxième mi-temps, ah oui, sur le match 3, il joue 5 minutes, hein, Brook Lopez, même pas, je crois. Je crois même que Kyle Kuzma joue plus que lui. ah oui, parce qu'il se fait exploiter à 200%, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Il est incapable de refaire de faire les close-out qu'il faut. Il n'est pas capable de défendre le pick and roll si ce n'est en drop, mais ça a ses limites face à une équipe comme Indiana. Tu peux pas parier là-dessus de façon sur toute une rencontre, quoi. C'est absolument impossible. Donc voilà, Pascal Siakam est en forme. Hein. Quand on avait fait le preview de cette série, On était inquiets, ouais. je t'avais dit, moi, j'avais mis les Bucks en 7 parce que je m'étais dit, si Siakam est pas dans son assiette, s'il a un pépin physique
et que, admettons, il rate des matchs, ou qu'il est aussi maladroit qu'il est depuis qu'il s'était fait cette blessure au coude, là, j'avais un peu peur. Pas du tout le cas. Il est absolument exemplaire. Il est incroyable. De toute façon, cette équipe d'Indiana, elle est excessivement sérieuse. Et puis, t'as mon petit chouchou, là, Andrew Nembhard. Qu'est-ce que je l'aime, ce joueur. Qu'est-ce que je l'aime, ce joueur. Ah, lui, il change tout. Hein. Mais c'est... Tu vois, on parlait de Derrick White tout à l'heure. Alors, je ne mettrai pas Nembhard au niveau de Derrick White. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas perdu la raison, pas encore, tout du moins. Mais Andrew, il est pareil. C'est un joueur qui, sur le terrain, il sait exactement ce qu'il doit faire, il sait exactement ce qu'il peut faire, et il le fait extrêmement bien. Défensivement, c'est pas du tout un minus. Offensivement, il sait exactement où trouver ses shoots, et bizarrement, il arrive toujours à aller sur ses spots et à faire ce qu'il faut faire. J'aime énormément ce joueur. Ouais, l'impact qu'il a sur Haliburton, par exemple, est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que Haliburton n'est jamais aussi bon que quand Nembhard est bon, en fait, tout simplement. Tout à fait. Il le libère. Et oui, non, je suis d'accord. C'est un joueur, tu compares avec Derrick White. Derrick White, il a 50 plus. Hein. Si Nembhard continue à progresser dans quelques saisons, tu vois, on sait pas quel niveau il va atteindre. Mais ouais, non, lui aussi, il a un profil qui est extrêmement précieux. Et ouais, ils sont très sérieux, hein, cette équipe des Pacers. Moi, je reste sur mon prono. Je l'ai mis devant parce que je trouve qu'ils sont plus cohérents, leurs rotations sont plus solides. On va voir ce que Carlisle va faire comme ajustement. Pour moi, cette défaite, elle remet pas en question ce qu'on a vu depuis le début de la série. Donc ouais, je suis assez confiant. C'est marrant parce que tu sais, dans la preview, j'avais dit que la défense d'Indiana devait à mes yeux se concentrer sur le fait de pas laisser les role-players des Bucks prendre confiance. Et en fait, c'est terrible parce que il y avait même pas la peine. En fait, ils ont même pas eu besoin de défendre dur sur eux les 2 premiers matchs. Ils étaient tellement en galère, le supporting cast de Milwaukee, qu'il y avait quasiment rien à faire. Et d'ailleurs, il y a des séquences où on voit que la défense d'Indiana en a mais rien à péter d'eux, ne défend quasiment pas sur Kuzma. Enfin, c'est clair. Bah, franchement, si j'étais Antetokounmpo, mais le pétage de plomb. Ah, puis Kuzma, il y a tellement de fois dans les rencontres où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais comment tu peux croire un seul instant que ta passe, là, elle va arriver à destination? Enfin, je veux dire, c'est... Franchement, grand respect. Il prend des shoots à la con. Parce que... Et tu sais quoi? Je me pose vraiment la question, Charlie, quand je vois Kyle Kuzma jouer, je me dis à quel point le fait d'avoir joué aux Wizards sans filtre, en faisant, excusez-moi des mots que je vais utiliser, mais à quel point avoir fait de la merde pendant autant de temps aux Wizards fait qu'aujourd'hui, il est incapable, ou du moins il ne percute pas sur le pourquoi du comment ça fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment, quand je le vois jouer, j'ai vraiment l'impression d'avoir un joueur qui a pris des mauvaises habitudes, qui a des mauvais réflexes, qui avait l'habitude d'avoir un jeu, et je me souviens, quand je le voyais jouer aux Wizards, et que je le voyais snobber Koulibaly ou snobber tel ou tel joueur, pour essayer d'aller prendre son shoot à la con, là. Mais ça, c'est une tendance qu'il avait déjà aux Lakers. Ce seul problème, là, tu te dis, mais gars, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complète. Mais respecte le jeu, quoi. Ouais. Non, mais respecte le jeu. C'est une tendance qu'il avait déjà aux Lakers, sauf qu'aux Lakers, t'avais un mec comme LeBron pour lui dire de lâcher le ballon, en fait. Tu vois, tu peux difficilement faire le malin, mais... Oui, et puis je pense qu'il était au début de sa carrière, donc il en menait pas large et il essayait de bien faire, tu vois. Là, vraiment, t'as l'impression que... je sais pas, il s'est construit un jeu qui ça va pas, ça le fait pas, en fait. Ouais, dans la configuration playoff, c'est une catastrophe. Non, mais même oui, alors, effectivement, dans la configuration playoff, c'est pire que tout, mais même dans la NBA au global, dans une équipe qui est ambitieuse et qui est bien construite, tu peux pas jouer comme ça, en fait, c'est tout. Quand tu joues comme un naze en saison régulière, dans une équipe qui joue absolument rien et qui sera pas en playoff, bon, voilà, ça porte pas à conséquence. Bien que si moi, je suis à la tête d'une franchise et que je vois un joueur comme ça ralentir la progression de mes jeunes joueurs, mais des jeunes talents qui sont dans mon effectif, je crie immédiatement, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais... Je veux dire, regarde Chris Middleton, en l'espace de quelques mois présent sous le... On va faire un podcast sur les Wizards maintenant. Mais en l'espace de quelques mois à Washington, l'influence positive qu'il a eue sur Alex Sarr,
sur Koulibaly avant qu'il se blesse, sur Bob Carlington, sur je sais plus comment, Keishon George. Mais c'est incroyable en fait. Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi vous avez laissé Kuzma autant de temps à pourrir ce vestiaire? Non, mais la vraie question, je suis désolé, mais c'est pas les Wizards, en fait, on s'en fout, les Wizards. La vraie question, c'est Milwaukee. Tu as raison sur la comparaison Middleton-Kuzma. Oui, oui, non, mais d'accord. Tu Oui, perds un joueur qui est d'une intelligence et qui sait gagner et qui est hyper proche de Giannis. C'est fou, en fait. Enfin, vraiment, ce trade, en fait, faire ce trade en te disant j'améliore mon équipe en vue des playoffs, c'est d'une bêtise confondante. Et je suis désolé, je le pense sincèrement. Kuzma, les perfs qu'il faisait à Washington, mais tout le monde savait très bien que c'était complètement en trompe-l'œil et qu'il profitait juste du fait que, c'était complètement vide de sens. Et s'être dit à un moment, c'est ce mec-là qui va nous faire passer un palier pour les playoffs, je suis désolé, mais c'est pas possible. Enfin, John Horst n'est pas d'accord avec toi, il a eu une augmentation. Il a eu une prolongation de contrat. Bah écoute, ouais, je trouve ça fou. Vraiment, je trouve ça fou. C'est fou. Ouais. Mais ouais, je sais pas. Franchement, moi, je fais partie de ceux qui pensent que tu peux avoir un joueur qui va avoir une mauvaise série. Comme Lillard un peu aux Bucks maintenant. C'est-à-dire que tu peux avoir une panne d'adresse ou je ne sais quoi, mais si tu sais ce qu'il faut faire, si tu ne fous pas en l'air tes rotations défensives, si tu sais où te placer offensivement pour que la défense prenne en compte ton placement, et donc n'aille pas aider ou n'aille pas faire quelque chose qui va mettre en péril la possession de ton équipe. Et ben mieux vaut ça parfois qu'un joueur qui ne comprend rien à rien, qui se place pas où il faut et qui pourtant va avoir des stats à peu près correctes visuellement, où tu vas te dire ah tiens, tu vas regarder le box score, tu vas dire ah bah attends, il a marqué 12 points, 50% de réussite, ah c'est pas mal. Bah non, c'est pas mal, c'est nul parce que il sait pas quoi faire. Et il a pas compris quel était son rôle dans le collectif. Ouais, et c'est ça que je reproche à Kuzma, en fait. Et en plus de ça, il marque pas ses tirs. C'est ça, en fait. Un bon joueur, c'est celui qui, même les soirs où il va pas mettre dedans, va trouver d'autres moyens d'aider son équipe pour compenser. Exactement. Et Kuzma, c'est pas le cas, en fait. En fait, presque Kuzma, j'ai presque envie de te dire, même quand il met dedans, il trouve des moyens de pénaliser son équipe. C'est affolant. C'est affolant. On va arrêter de tirer sur Kuzma. On va passer à autre chose. Allez, on va parler des Warriors et des Rockets. La gravité de Stephen Curry a toujours été un sujet de fascination me concernant. Et ça n'a jamais été autant le cas, peut-être que dans cette série face à Houston. Franchement, le Game 3 là, qu'on vient de voir était absolument hallucinant. Les Rockets sont tellement effrayés par Stephen Curry qui commettent des erreurs parfois grossières dans leur couverture défensive, alors que c'est leur identité, très clairement. Et les Warriors parviennent à les exploiter, non sans mal, non sans confrontation physique intense. Côté Houston, on cherche désespérément à identifier celui qui parviendra à nourrir le tableau de marque de manière constante, match après match. L'équipe pourrait regretter amèrement le fait de ne pas avoir été capable de reprendre l'avantage du terrain dans ce Game 3 où Jimmy Butler ne jouait pas, après sa lourde chute lors de la précédente rencontre. Charlie, est-ce que tu es surpris par l'engagement physique dans cette série et la tournure que prend ce duel? Bah, par l'engagement physique, non, parce que en fait, moi, c'est ce que j'attendais. C'est exactement ce que j'attendais de cette équipe de Houston. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Voilà, c'est une série où ça sent la poudre, ça joue dur, ça se cherche. Moi, ça me déplaît pas tant qu'on tombe pas dans des excès de type mauvais geste volontaire pouvant entraîner une blessure. Mais oui, non, Houston, ils sont fidèles à leur ADN. C'est une équipe très athlétique qui joue dur. Ils l'ont fait tout au long de la saison régulière et c'est tant mieux. Voilà, je reste là-dessus. Je trouve ça très bien et voilà, on peut pas à la fois se plaindre du fait que la NBA soit devenue soft et à la fois regretter de voir une équipe comme Houston qui se donne à 2000% du début à la fin des matchs, avec évidemment parfois trop d'engagement, mais ça c'est le revers de la médaille. C'est pas des machines, les mecs, ils sont pas de temps en temps quand t'as un peu le capot qui fume, bah c'est difficile d'être toujours très lucide. Mais écoute, effectivement il y a certains moments où je trouve qu'ils ont un petit peu tendance à s'éparpiller. Je pense qu'ils gagneraient à rester plus concentrés sur le jeu et pas juste sur le fait de marquer leurs adversaires physiquement. Alors attention, je dis pas du tout qu'ils jouent sale, mais c'est vrai que parfois on a un peu la sensation qu'ils se perdent un peu dans cette intensité. Mais ouais, non, en fait, pour moi, le vrai problème de cette équipe de Houston, il est offensif. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait un peu anticipé. Et le symbole de tout ça, bah, c'est l'irrégularité, pardon, ça a été dur à sortir,
de Jalen Green, qui est capable de faire de faire des matchs, qui est capable du meilleur comme au match 2, comme du pire au match 1 et 3. Et clairement, quand il met pas dedans, c'est difficile pour cette équipe de trouver des solutions fiables en attaque. C'est quelque chose qu'on anticipait. Et c'est aussi pour ça que beaucoup misaient sur un upset des Warriors dans cette série. On en a parlé, toi et moi, souvent de qu'est-ce qui fait qu'un joueur est une superstar. Pourquoi les superstars sont des superstars. Pourquoi les plus grandes stars de la ligue, on est là à les vénérer. Et le principal argument en leur faveur, c'est ça, c'est la régularité. Ouais, répondre présent. C'est être capable, soir après soir, de planter tes 25 points par match. Ouais. Et c'est ce qui manque à Houston. Ils n'ont pas de joueurs comme ça. Pendant la saison régulière, c'était plutôt Fred VanVleet qui était là. Fred VanVleet était un artisan de la production offensive non négligeable. Jalen Green est censé être ce joueur également. On l'a bien vu dans le Game 2, il plante 38 points. C'est une victoire parce qu'il n'y a aucun moyen de... Si tu couples une attaque probante et une défense, la défense des Rockets, tu vas gagner. La plupart du temps, tu vas gagner. Là, c'est clairement ce problème-là qu'ils ont, Houston. Ils n'arrivent pas à nourrir la marque. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont pas de joueur qui est capable, soir après soir, de faire ce qu'il faut. Dans le Game 3, Amen Thompson, il prend 16 tirs, il en marque 5. Sengun, 18, il en plante 7. Il est à 1 sur 6 au lancer France, Sengun. C'est quand même pénible. Ouais, et puis VanVleet a une adresse qui est... wow. VanVleet, il a bien commencé le match, et puis après, c'était la disparition, c'était Houdini, le gars. Sur les 2 premiers matchs, je crois qu'il est à 3 sur 20 à 3 points ou un truc comme ça. Ah non, mais c'est pour ça, au début du Game 3, je me suis dit, tiens, Fred VanVleet, c'est peut-être lui ce soir qui va contrebalancer si Jalen Green ne fait pas son match offensivement. C'est peut-être Fred VanVleet qui va prendre le relais. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Donc, ouais, c'est chaud côté Houston. Et puis leur défense à l'aveugle sur Stephen Curry. Moi, j'ai rien contre ça. Oui, ça paraît dur, ça paraît injuste. J'ai regardé le match avec ma fille, elle m'a dit, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils sont face à Curry? Pourquoi ils le laissent pas jouer? Ils ont le droit d'être aussi près de lui, ils ont le droit de le coller comme ça. Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit tant que ils font pas des fautes évidentes, quoi. Mais il y a une stat là que ESPN ils ont sorti qui est assez folle. Sur les 27 actions où les Rockets ont fait une prise à 2 sur Stephen Curry pour essayer de dégager le ballon de ses mains, les Warriors ont inscrit 1,22 points sur chacune de ces possessions dans le Game 3. C'est énorme. C'est énorme. C'est absolument énorme. C'est-à-dire que n'importe quel coach qui voit, tiens, sur telle action, l'équipe adverse marque 1,22 points, il dit ça, il faut qu'on arrête immédiatement de le faire. Ça marche pas, puisqu'on se fait enfoncer. Et à la fin du match, c'est ce qui s'est passé. À la fin du match, Houston avait encore de l'espoir, mais tu vois bien, à un moment, il y a eu un espèce d'écran où le défenseur de Gary Payton est remonté. Et comme ils avaient tous peur que Stephen Curry sorte par le haut et soit libre à 3 points, et ben ils se sont tous télescopés. Personne n'est allé prendre Gary Payton the Third qui fonçait vers le panier. Hop, panier, lay-up, tranquille. Et c'était pour moi l'image de cette rencontre, quoi. Non, mais ça, c'est... Et le brio de Stephen Curry. Enfin, Stephen Curry, il est absolument magistral. Il est merveilleux. Mais en fait, c'est un cadeau du ciel, ce joueur. Et puis vraiment, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, parce que tu l'as dit, c'est en fait tous ces moments où la défense des Rockets, elle est un peu perdue, où les mecs se rentrent dedans et tout, mais c'est juste à cause de la gravité de Steph Curry, en fait. Ce mec-là est tout le temps en mouvement, tout le temps en déplacement. Tu sais jamais où il va partir, tu sais jamais de quel côté. Enfin, vraiment, tu ne sais jamais à quelle sauce tu vas être mangé à chaque action. Quel bonheur de voir ça. Je dirais même mieux, c'est que Curry et Green, ils ont tellement de bouteilles tous les deux. Ouais, non, mais bien sûr. Que sur le terrain, tu vois Curry des fois, il peut ne pas toucher le ballon. Alors ça arrive pas souvent, hein, mais il peut ne pas toucher le ballon. Mais lui, sait très bien comment se mouvoir sur le terrain. Bien sûr. Pour forcer la défense à se dire merde, il est où Stephen Curry, d'initier un mouvement vers lui, et il sait que ça va libérer tel ou tel joueur, Podziemski, Buddy Hield ou je ne sais qui d'autre qui va avoir un tir ouvert derrière, quoi. Ah bah c'est un truc. Et ça, mon gars, quand tu vois ça sur le terrain, quand tu vois un jeu sans ballon à un tel niveau d'expertise, là moi personnellement, c'est ce qui me, toi rien que d'en parler, j'ai des frissons.
quand je vois ça, je me dis, mais ces mecs sont tellement, mais d'une intelligence, Ouais. mais extrême en termes basket, mais c'est fou, quoi. Bah oui, mais c'est un peu c'est les Warriors de la grande époque avec KD, Clay et tout. Effectivement sur beaucoup d'actions, et c'est aussi pour ça que les gens, certaines personnes disaient ah bah Curry n'est pas le vrai patron de cette équipe, parce que il y avait des actions où il avait même pas besoin de toucher la gonfle en fait. C'est simple C'est ça. déplacement, créer l'espace nécessaire pour que les machines à scorer qui étaient KD et Clay par un moment fassent le boulot derrière. Et c'est incroyable. Il a une intelligence sur ce mec, mais Hmm. c'est Mais quelle chance j'ai d'avoir vécu toute la carrière de ce type-là. Franchement, je suis, je suis le premier à parler de l'impact de Nikola Jokic sur le on and off. Mais tu regardes le on and off de Stephen Curry, c'est risible. Et c'est comme ça depuis le début de sa carrière, ce gars-là. ouais. Quand il n'est pas sur le terrain, c'est très compliqué pour les Warriors de jouer et de produire une attaque qui tienne la route. Et défensivement, c'est pareil, parce que souvent, de toute façon, tout ça est excessivement lié. Si tu shootes une brique, et ben forcément, ça offre une contre-attaque à l'équipe adverse. Rien que ça, rien qu'avec un exemple, on peut le démontrer. Mais il n'y a aucun mec dans toute la NBA qui ait une science du déplacement aussi remarquable que celle de Steph Curry. Enfin, ça, moi, Bah, je suis... il utilise en fait son talent au tir, son talent inouï au tir, irréel, pour manipuler la géographie du terrain, quoi, Ouais, la ouais, géométrie du exactement. terrain. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est Ouais. ça qui est fou, en fait. Et il le fait depuis toujours. Et tu regardes les on and off de Stephen Curry, ce gars-là est un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, que ça vous plaise ou non, pour ceux qui seraient pas d'accord avec ce. Il y en a encore qui en doutent de ça, hein. Mais je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pour ceux qui en douteraient, là, sachez que je pense que vous vous trompez. Voilà, humblement et amicalement, je vous le dis, je pense que vous vous trompez. Stephen Curry est un joueur absolument magistral et pas seulement uniquement parce qu'il shoot à 3 points. Ah oui, non, c'est Si pour tu n'est ne pas du vois tout... que ça dans le jeu de Stephen Curry, tu manques probablement toute la partie sympa de son jeu. Très sincèrement. Très sincèrement. Et puis, il joue propre. Il joue propre dans ce Game 3. Le mec, il est harcelé par une défense qui est concentrée que sur lui. Et je crois qu'il perd que 2 ballons. Alors que ça a souvent été un problème côté Warriors, les pertes de ballons et Stephen Curry, le premier. Et franchement, waouh, quelle classe ce joueur. Quelle classe absolument. Ouais, Absolue, quoi. trop fort. On va parler des Lakers et des Timberwolves, Charlie. Les Lakers vont tenter de reprendre le contrôle de la série ce soir à 21h30. On est dimanche 27 avril quand on enregistre ce podcast. Le Game 4, là, c'est maintenant. Face à Minnesota. Il était malade dans le Game 3, Luka Doncic. L'ombre de lui-même qu'il était sur le terrain. LeBron James, auteur de 38 points, et Austin Reeves ont tout tenté pour essayer de porter les Lakers à la victoire. Mais les Loups étaient définitivement trop forts dans le sillage d'une nouvelle performance exemplaire de Jaden McDaniels. Charles, quels sont les points cruciaux que tu retiens sur les 3 premiers matchs de cette série? Bah, je suis assez dubitatif, moi, sur ce que montrent les Lakers depuis le début de ces playoffs. Ils sont capables, comme au match 2 notamment, d'être intéressants défensivement, mais on voit bien qu'ils souffrent de la taille et des capacités athlétiques des Wolves. Alors, oui, ils ont en Luka Doncic un joueur qui, quand il est en forme, peut être le fer de lance d'une attaque quasiment irrésistible, mais d'abord, ça suffit pas forcément pour être ambitieux en playoff. Ensuite, ça veut aussi dire que quand il est moins bien, comme au match 3 où il était malade, les choses deviennent vraiment beaucoup plus compliquées, malgré, tu l'as dit, le fait qu'il y a quand même dans cet effectif un type qui a quasiment 40 ans et encore capable de mettre quasiment 40 points en playoff, ce qui est quand même assez monstrueux. Mais écoute, je trouve que les Wolves font vraiment du très très bon boulot. Ils ont réussi à sortir Jackson Hayes de la rotation en le ciblant en Ouais. défense. Redick a essayé de le mettre en drop, mais ça n'a pas changé grand-chose. Luka Doncic, lui aussi, évidemment, est très ciblé, mais ça c'est normal, on s'y attendait. Le souci, c'est que la défense collective des Lakers n'est pas assez bonne pour compenser. Et comme ils sont beaucoup plus petits, ils souffrent au rebond sur des séquences clés, c'est un problème. Dans l'ensemble de la série, on peut pas vraiment dire que les Lakers se fassent bouffer dans ce secteur, hein, mais dans des moments vraiment clés, ils ont souffert. Donc ouais, sur ce match 3, honnêtement, les Wolves vont gagner la bataille tactique contre les Lakers. Donc j'ai hâte de voir les adaptations qui vont être faites par le coaching staff. Je crois toujours qu'avec un Luka Doncic en forme, les Lakers peuvent remporter cette série, même si effectivement, à l'instant T, les Wolves me semblent mieux armés avec plus de certitude aussi.
Excuse-moi. D'autant qu'Anthony Edwards fait une très belle série. Il est vraiment devenu beaucoup plus complet. En termes de playmaking, notamment, il a énormément progressé. Enfin, on sent que c'est vraiment un joueur qui aime l'atmosphère des playoffs, qui répond présent quand il le faut. Il a que 23 piges, hein, ce mec. Hein. La marge de progression qu'il a avec le bon supporting cast, c'est vraiment impressionnant. Mais ouais, c'est une série que je trouve un peu étrange. En fait, on a un peu l'impression qu'avec ces Lakers, notamment sur les 2 premiers matchs, c'est un peu tout ou rien. Dans le match 1, ils ont été apathiques, sans énergie. Enfin, ils avaient vraiment loupé le réveil. Et Minnesota, à contrario, était sur une énorme réussite au tir, des chiffres complètement aberrants. Le match 2, bah, c'était l'inverse. C'était les Lakers qui avaient retrouvé la recette pour défendre, des Wolves qui passent de 50% à 20% à 3 points. Pour moi, le match qui est vraiment intéressant, c'est le match 3, parce que c'est vraiment, je trouve vraiment qu'ils ont pris l'ascendant par leur choix tactique, et c'est aussi pour ça que j'ai très très hâte de voir le match de ce soir, parce que je trouve qu'il y a un vrai défi qui va nous en dire plus sur le genre de coach qu'est JJ Redick et sur sa capacité à briller ou non en playoff. Ouais, alors, oui, et je mettrais quand même une nuance dans ce que tu viens de dire. Enfin, je me permets. Non. Il y a quand même un manque. Ce que me montre cette série face aux Timberwolves pour l'instant, c'est le manque d'adaptabilité de cet effectif. L'effectif est trop limité en fait. Et je pense que JJ Redick n'a pas beaucoup de solutions à trouver. Alors, il y en a sûrement. Il y a des trucs à tenter à la marge et tout ça. En périphérie, il y a sûrement des choses qu'il peut tenter pour essayer de faire basculer le jeu en sa faveur. Comme tu l'as très bien dit, moi je suis convaincu du fait que si Luka Doncic est en forme, ils sont capables de gagner n'importe quel match contre quasiment n'importe qui. Donc, En fait, le vrai problème pour moi de cette équipe des Lakers, c'est qu'aujourd'hui, si tu mets plus de profils défensifs sur le parquet, des mecs comme Vanderbilt, Smith, Vincent, etc., bah ouais. t'es complètement dépendant d'exploits de Doncic, parce que c'est ça. En fait, ils sont en galère tous ces mecs-là aujourd'hui. Ils mettent pas leur shoot. Hachimura notamment a été en galère aussi. Et du coup, ça simplifie énormément les choses pour la défense des Wolves. Donc effectivement, en fait, cet effectif, bah c'est soit ces mecs-là qui sont en théorie quand même capables de rentrer quelques shoots se réveillent et réussissent à retrouver un peu d'adresse, soit en fait tous les soirs ça va être croiser les doigts pour que Luka Doncic soit en forme. Oui, complètement. Ouais. Et voilà, et puis les Lakers dans le Game 3, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied aussi en perdant des ballons dans tous les sens. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument nettoyer quand tu pars sur un effectif qui est où voilà, t'as pas 36 000 solutions à proposer derrière quoi. Derrière les joueurs qui composent ta rotation, le noyau dur de ta rotation. Et là aujourd'hui, clairement, moi je pense que JJ Redick est limité sur ce qu'il peut faire. Donc voilà. Côté Wolves, très sincèrement, je suis assez épaté de voir comment Jaden McDaniels est en train de passer un cap offensivement et défensivement. J'avais commencé dans ma preview à dire Jaden McDaniels n'est pas capable de défendre sur Luka Doncic. Qui est capable de défendre sur Luka Doncic? Est-ce que Luka Doncic est capable de défendre sur Jaden McDaniels? Mais non, justement, oui. C'est bien ça le problème. Et oui. Et que Jaden McDaniels soit capable d'exploiter ce match-up, ça c'est nouveau. Ça va pas de soi que Jaden McDaniels soit capable de faire ce qu'il est en train de faire. Non, je suis d'accord. Ça va pas du tout de soi. Et franchement, je trouve que c'est extrêmement bon signe côté Timberwolves parce que c'est un joueur personnellement que j'adore. Défensivement, je trouve que pareil, il a appris de sa confrontation face à Luka Doncic lors de la série Dallas-Minnesota la saison passée. On voit qu'il a compris certaines choses. On voit qu'il aborde cette confrontation différemment. Ouais, il retombe pas dans des pièges dans lesquels il est déjà tombé. Ouais, il arrive beaucoup mieux à utiliser sa longueur et à encaisser pour le coup. Je pense qu'il a dû faire un gros travail de force et de résistance parce qu'il encaisse beaucoup mieux les chocs de Luka Doncic, où il avait tendance à bouger d'un mètre la saison passée, ce qui permettait à Luka d'avoir un tir tout à fait clean. Et là, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, encore un peu, mais en tout cas, il sait beaucoup mieux gérer ces situations-là. Et je trouve ça admirable, en fait, la progression de Jaden McDaniels. Et puis Charlie, excuse-moi, mais il va falloir le dire à un moment ou à un autre. Ouais, il faut qu'on le dise. Allez. C'est pas facile à dire. Allez.
C'est parti. Je l'ai noté comme ça, je vais le lire, ça va être plus facile à faire. Julius Randle est étonnamment raisonnable et relativement efficace. Ben franchement, ouais, hein, je suis désolé, hein, mais Incroyable. il fait une vraie belle série. En termes d'adresse, il est juste aussi dans ses choix, et c'est clairement là-dessus qu'on l'attendait, parce qu'on l'a beaucoup trop vu souvent par le passé ne pas comprendre les défenses adverses et s'obstiner sur des plays inefficaces. Là, il fait vraiment bien le boulot, c'est un excellent lieutenant. Ça fait plaisir à voir, parce que dans l'absolu, on n'est pas des haters, hein. Avant tout, ce qu'on veut voir, c'est des belles Ouais. séries de playoffs, tu vois. C'est quand même beaucoup plus Et puis intéressant. on souhaite pas le mal d'un joueur. Non, bien sûr que non. C'est pas le but. C'est juste que historiquement, Julius Randle était un des joueurs les plus atroces en termes d'efficacité de l'histoire des playoffs. Et là, je trouve que c'est vraiment le mérite du coaching staff parce qu'il a un rôle qui est clairement défini. C'est clairement pas lui enfin, il est presque dans une troisième option, dans le rôle d'une troisième option avec Jaden McDaniels et Anthony Edwards qui se partagent, on va dire, le gros de la production offensive. Et on le met dans des positions où il peut jouer enfin avec ses qualités. Et j'ai Ouais. l'impression que c'est ça qui change en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord, hein. Franchement, il est juste, il joue très bien la partition qu'on lui a donnée. C'est ça. Et c'est cool à voir, honnêtement, c'est bien. Franchement, ouais, grand coup de chapeau, parce que j'aurais vraiment pas misé grand chose là-dessus, mais il est extrêmement bien utilisé, et il sort pas de son rôle, il est très juste, donc ouais, ça fait plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Il faut bien le reconnaître. Est-ce que ça te surprend à quel point Rudy Gobert a été mis hors jeu dans cette série pour l'instant? Enfin, du moins, il a énormément de mal à exister offensivement et dans le jeu en pick and roll. Défensivement, il est fidèle à lui-même, hein, mais est-ce que tu es surpris de la production de Rudy Gobert? Non, non, en plus on en avait un peu parlé en preview. C'est clair que sur pas mal de séquences dans cette opposition-là, la présence de Nasrid, par exemple, fait plus de sens que celle de Rudy Gobert. Ouais, tout à fait, ouais. Non, D'ailleurs, bien joué Chris Finch pour savoir reconnaître ça et ne pas hésiter une seconde. Ouais, bien sûr, et il faut pas oublier que les playoffs, c'est aussi une histoire de confrontation, en fait. Ce que Tout à Rudy fait, ouais. Gobert Le aujourd'hui match-up. soit pas le 5 que tu veux forcément avoir dans ton équipe dans les moments clés, ça veut pas dire qu'au tour suivant, si les Wolves passent, il retrouvera pas un rôle plus en adéquation avec son statut de multiple deep boy. C'est comme ça, en fait. C'est le principe même des confrontations et des séries en NBA. En fonction de ton adversaire, tu t'adaptes, tu t'ajustes. Et Rudy Gobert, on savait que ces Lakers-là, c'était clairement pas l'adversaire idéal pour lui. Ouais. Alors qu'il va être excessivement important quand ils vont jouer les Nuggets en finale de conférence. Par exemple, ouais. Par exemple. Est-ce que tu crois vraiment quand tu dis ça ou pas? Arrête, on va en parler tout à l'heure. Laisse-moi tranquille. Il reste encore une série avant de parler des Nuggets. J'ai mis les Nuggets en dernier. Ça m'étonne, ça, tiens. Une dernière chose à dire sur Wolves Lakers ou pas? Non, juste vraiment, j'ai hâte de voir ce match 4. Je pense que ça va nous en dire beaucoup. Ouais, moi je pense que les Lakers doivent toujours faire en sorte euh, de rester au contact des Wolves parce que je persiste à croire que les Wolves dans le clutch, c'est pas bien qu'ils n'ont pas été du tout mauvais dans le game 3 et ça aurait pu mal tourner et ils ont plutôt bien géré. Et d'ailleurs Chris Finch a dit c'est peut-être le meilleur jeu, la meilleure exécution qu'on ait fait dans un match serré de toute la saison. Au meilleur Dommage moment, du coup. pour ouais, voilà, dommage pour les Lakers et tant mieux pour les fans des Wolves. Mais je persiste à croire que si Lucas était en pleine possession de ses moyens, c'était une autre histoire, je pense. Oui, je suis Mais bon, d'accord. Et effectivement, c'est mon avis. je pense aussi que la fin de la série peut encore très bien se passer pour les Lakers si Luka est en forme. Maintenant, tu vas pas aller loin en playoff en étant à ce point-là dépendant des exploits de Luka Ouais, Doncic. tout à fait. On va attaquer mes deux séries préférées de tous ces playoffs, très clairement, de très loin même. Les Knicks face aux Pistons, je suis en adoration devant cette série. Les Pistons n'ont pas manqué leur retour en playoff en offrant une belle résistance aux Knicks jusque-là. Le Game 4 se joue dans quelques instants là, à 19h. Là, je ne sais même pas si le podcast sera sorti et que le match n'aura pas déjà commencé. Tiens. Le face-à-face entre ces deux équipes est absolument intense. Les ajustements sont passionnants. Charles, ton avis sur les 3 premiers matchs?
Bah moi, je vais te dire un truc, c'est que même si Détroit perd cette série, je pense qu'ils ont Hum. déjà réussi leur playoff. Ils montrent un Ah ouais. visage remarquable. L'écart entre les Knicks est beaucoup plus petit que ce qu'on pouvait penser. Et même au-delà de ça, dans le hustle, l'ambiance, c'est quoi? C'est la Little Caesars Arena, je crois. Ouais, j'ai tellement pensé à toi quand je vois Malik Beasley briquer ses trois points dans tous les sens. C'est exactement ce que t'as dit dans la preview, quoi. Tu m'as dit, mais t'as confiance en Malik Beasley? Et j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas? Et hop, le mec, 3 sur 18 dans les games 2 et 3, t'es là, mais c'est pas possible! Ouais, bah ouais, Et hein, tu nous gonfles! c'est pas un joueur de playoff, quoi. Mais Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. non, mais il y a aucun problème. Mais ouais, non, cette équipe de Détroit, je trouve qu'ils montrent vraiment un beau visage. Ils montrent qu'ils sont déjà une équipe de playoff malgré leur manque d'expérience. En fait, ils vont donner envie à tellement de fans NBA de les suivre. Et même, en fait, ils Oh montrent là des là, choses qui sont clairement. susceptibles de donner envie à des free agents. Enfin, si j'étais fan de Quand t'auras Détroit, Jaden Ivey dans cette équipe, mon gars, mais ouais. laisse tomber! Si j'étais fan de Détroit, en fait, je serais déjà très satisfait parce que produit ces Pistons-là. Et en tant que fan NBA, je suis ravi de voir ça. Alors évidemment, je dis pas du tout que la série est déjà terminée. Hein. Loin de là, je pense que les joueurs en veulent beaucoup plus. Ils ont été prendre un match à l'extérieur. Le match 3, ils sont vraiment pas loin de le prendre non plus. Voilà, c'est une super série. Les Knicks peuvent remercier Brunson qui s'est montré digne de son trophée de joueur le plus clutch de la saison. C'est fou, en fait, on parle d'une franchise qui avait pas connu de victoire en playoff depuis plus de 15 ans. C'est déjà énorme ce qu'ils sont en train de faire et ça fait plaisir. Et puis ce qui fait plaisir, c'est aussi les vétérans et qui jouent parfaitement leur rôle, à commencer par Dennis Schroeder qui est remarquable. Ouais, carrément. Ouais. La pioche que ça a été de récupérer ce gars-là en Ouais, plein milieu de la saison, c'est Denis la belle tellement liste. brillant. Ah ouais, bah, moi, les Knicks, je suis quand même assez halluciné. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu cette espèce de match complètement lunaire de campaign dans le game 1, et Dieu sait que le game 1, les Pistons, tu voyais que c'était back to the playoff et que c'était une première pour beaucoup de joueurs dans cet effectif. Quoi. Ils avaient un peu les phares dans les yeux. Quoi. Mais, euh, mais j'ai trouvé qu'ils étaient absolument incroyables. Et s'il n'y avait pas eu campaign dans ce game 1, je suis assez étonné en fait de la fragilité. J'ai pas envie de vexer les fans des Knicks, mais mais je trouve que les Knicks ne sont pas du tout. Je me pose beaucoup de questions sur cette équipe en fait. Quand ils font venir Karl Anthony Towns pour intégrer ce 5 majeur absolument incroyable, Brunson, Anunoby, Josh Hart, Michael Bridges, Karl Anthony Towns, tu te dis mais c'est bon quoi. Cette équipe elle joue le titre. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs quand il y a eu le transfert. On s'était dit là c'est all-in, on joue le titre sur les 3 premiers matchs, Towns, Anunoby, Hart, Bridges, Brunson, ils sont en minus 4,8. Ah, Town, ça va mieux, là. Sur le dernier match, il s'est Non, remis non, dedans, mais quand même. oui, oui, bah, sur le dernier match, certes, mais le 5 majeur, et Dieu sait que Tom Thibodeau aime bien faire jouer son 5 majeur, euh, ils sont en minus, ces 5 joueurs-là. Et ça, je m'attendais pas à ça, personnellement. Je suis d'accord, effectivement, je trouve que le début a été compliqué. Je trouve quand même que Karl Anthony Towns, là, s'est bien réveillé sur le dernier match. Et je pense que s'il continue à mettre dedans à 3 points comme il le met, c'est une des clés pour cette équipe, on le sait, le spacing qu'il offre, sa capacité à sanctionner, c'est un élément qui est très important. D'autant plus face à ces Pistons-là, où on voit bien que c'est compliqué, notamment pour Duren, de sortir sur lui quand les Knicks jouent à Ah oui, 3. ouais. Bah, ils ont mis Duren, ils mettent Duren la plupart du temps dans le corner, enfin ils le font défendre sur Josh Hart, et c'est plutôt Tobias Harris qui va pour ceux qui court après Karl Anthony Towns quand il est au large. Donc ça demande à chaque fois des espèces de rotations Et oui, sauf que le problème, c'est et que des changements défensifs qui sont relous et que les Knicks arrivent plutôt bien à exploiter, notamment dans le game 3. ouais, et notamment en jouant beaucoup la transition, en fait, quoi. Et il leur laisse pas Oui, tout à vraiment le fait, temps ouais. de Tout s'ajuster. à fait. Et puis ouais, je sais pas, je trouve qu'il a été assez pertinent dans ses choix offensifs. Enfin, moi, je pense vraiment que s'il continue comme ça va être un énorme problème pour la défense de Détroit. Mais globalement, moi, c'est sur le match 3, j'ai trouvé que l'attaque de New York était plus performante. Alors certes, le match était très serré et on va avant tout retenir la fin de match de Brunson, mais cette fin de match, elle est aussi rendue possible par les espaces qui sont ouverts par les jeux d'écran d'Enix, le spacing offert par Towns. Michael Bridges, on l'a pas mal vu en porteur de balle et tout. Enfin, je trouve quand même que Thibodeau a su trouver des solutions pour un peu libérer l'attaque de son équipe, et je pense que c'est la clé pour ces Knicks-là. Mais effectivement, de toute façon, enfin, tu vois,
et c'est clair qu'au moment du trade pour Towns, on se disait tous, ouais, les Knicks sont candidats au titre. Bah, au cours de la saison régulière, on s'est bien rendu compte qu'il y avait quand même encore des difficultés dans cet effectif-là, et qu'aujourd'hui, pas grand monde ne les met sur la même ligne que Cleveland et Boston, quoi. Ah non, mais carrément pas. Et franchement, enfin, je suis assez impressionné par Kate Cunningham, parce que le gars, il doit se cogner OG Anunoby et Michael Bridges sur le périmètre. Ah, c'est n'importe quoi. C'est chiant, ouais. Je trouve que Bickerstaff, avec la participation bien évidemment de Kate Cunningham, arrive bien à exploiter le Jalen Brunson en défense. Ouais. Ils lui font courir ils le font courir dans des écrans dans tous les sens, le pauvre, il se fait balancer dans les screens à droite à gauche, en long, en large et en travers. Je suis pas convaincu. Enfin, je pensais vraiment que le 5 d'Enix, une fois arrivé en playoff, les 5 que j'ai cités tout à l'heure, là, le Towns, Bridges, Anunoby, Hart et Brunson, serait beaucoup plus à même de poser des problèmes à toutes les équipes en course. Et là, le fait qu'ils jouent... C'est quoi qu'il faut comprendre alors? C'est les Pistons qui sont au rendez-vous plus qu'on ne l'aurait cru, et qui sont vraiment à ce point talentueux qu'ils arrivent à poser des problèmes aux Knicks, ou est-ce que c'est les Knicks qui déçoivent et qui n'arrivent pas à exploiter comment dire, la totalité du pouvoir de ce 5 majeur? Elle est où la vérité là-dedans? C'est ça que je me pose comme question. Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux, hein. Je pense qu'il y a un peu des deux, effectivement. Je pense que les Détroit est plus performant que ce qu'on pouvait l'attendre. En fait, l'alchimie qu'il y a entre les vétérans qui jouent parfaitement leur rôle et les jeunes qu'il y a dans cette équipe et qui répondent globalement présents, à commencer par Kate Cunningham, on les attendait peut-être pas aussi confiants, aussi vite en playoff. Incroyable. Et effectivement, les Knicks, je sais que c'est pas très populaire parce qu'il a remonté cette équipe des Knicks, mais c'est vrai que moi, plusieurs fois cette saison, je me suis demandé comment cet effectif se comporterait avec un autre coach. Tu vois, un coach peut-être capable de varier plus l'attaque, d'apporter plus de variations en fait, quoi. Là, en fait, cette équipe, c'est quand même un peu Brunson qui a un volume absolument aberrant, et puis pour le reste, on essaye de bricoler autour, hein. Il n'y a pas énormément de systèmes qui varient, tu vois. Ouais. Non, mais Brunson, quand tu vois son usage rate, son taux d'usage dans cette équipe, c'est n'importe quoi. Enfin, ouais, c'est n'importe quoi, parce que en fait, Thibodeau ne les construit Knicks pas de système voilà, différent. les Knicks ne survivront jamais une campagne de playoff avec un truc comme ça. Alors, c'est beau, c'est glorieux. Tu vois Jalen Brunson, tu te dis, mon Dieu, c'est incroyable. Rendez-vous compte. Le mec, c'est un mulet, quoi. Il porte tout le poids de l'équipe sur son épaule. Il doit tout créer, il doit prendre tous les tirs, il provoque des fautes. Il est le tiers du temps, il est par terre en train de transpirer sur le parquet. C'est beau, hein. C'est très beau. J'adore cette série. J'adore tout ça. Maintenant, si je refais un pas de côté et que je regarde un petit peu la situation des Knicks, je me dis, est-ce que c'est ce que veulent les Knicks? Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, je pense pas que ça soit la formule pour aller gagner un titre. Oui, non, mais c'est ça. Pour moi, aujourd'hui, les Knicks, ce qu'ils veulent, c'est concurrencer Boston, c'est concurrencer Cleveland, c'est être dans cette discussion-là à l'Est. Ah bah non, pour l'instant, c'est pas le cas. Non, je suis d'accord avec toi. Et je sais pas si c'est un problème de personnel, si c'est un problème de coach, si effectivement il y a plein de questions qui se posent, et je sais pas s'il y a des décisions qui seront prises à un moment ou à un autre, mais j'ai envie de dire que Détroit, si jamais Malik Beasley trouve son tir, que Tim Hardaway arrête de faire le yo-yo et arrive à planter un peu ses tirs de façon normale. Ça, s'il a la main de Jalen Brunson dans la gueule, ça va être compliqué, hein. Eh ben, je sais pas, je sais plus ce que j'avais dit, moi. J'avais dit les Knicks en 7, je crois. Ouais, t'avais dit Knicks en 7. En preview. Moi, je crois que j'avais dit 6 ou 7, je sais plus. Ouais, je crois que t'avais dit 6. On va revérifier ça, mais franchement, j'étais pas si loin que ça, quoi. Très, très sincèrement. J'avais dit 6, Knicks en 5, pardon.
Ouais, toi, t'avais dit les Knicks, mais c'est pas impossible. S'ils gagnent ce soir, Charlie, ça repart à New York. Hein. Ouais. Ça fait Knicks en 5. C'est tout à fait possible. En fait, cette équipe de Détroit, c'est exactement ce que t'as dit tout à l'heure. Quand bien même ça serait Knicks en 5, cette équipe de Détroit, à part le premier match où il y a un moment où tu sentais vraiment qu'ils étaient un peu, waouh, c'est quoi? C'est les playoffs? Waouh. Ok, let's go. Mais à part ça, franchement, cette équipe, elle m'impressionne énormément. Kate Cunningham m'impressionne énormément. Moi, j'espère C'est qu'ils vont un vraiment kiff gagner ce soir. absolu de voir jouer ce joueur. Ouais, ouais, c'est génial. Mais j'espère qu'ils vont vraiment gagner ce soir parce que cette salle mérite absolument de voir une victoire de Oh son la équipe. Vraiment. vache, mais l'ambiance Ah qu'il ouais, y a. oh la Mais de toute façon, folie. dans les deux stadiums, c'est n'importe quoi, mon gars. Ouais, ouais. Entre le Madison Square Garden et le Little Little César, je sais César. pas. Ouais, Ouais, bah, laisse tomber, quoi. C'est fou. ouais, non, c'est C'est trop bien. Donc ouais, franchement, c'est le kiff absolu cette série. je leur souhaite d'en prendre un à domicile quand même parce que vraiment la salle mérite. Ouais, carrément. On va terminer le podcast. Il est temps parce qu'après il va y avoir le match. On enregistre tard. Oh là là, les vacances de Pâques. Clippers Nuggets. Pour moi, c'est la série de ce premier tour. Très clairement, à part le Game 3 qui a été dominé en long, en large et en travers par Los Angeles. Cet affrontement entre les Nuggets et les Clippers nous offre des scénarios complètement fous où chaque match se décide dans les ultimes minutes. Le duel Kawhi Leonard-Nikola Jokic est absolument hallucinant. On vient de vivre un Game 4 qui s'est terminé sur une claquette d'Aaron Gordon N'importe quoi. qui a permis aux Nuggets d'éviter de perdre après avoir mené 22 points au début du quatrième quart-temps. J'étais là, moi, en train de me dire « Ah, c'est cool, c'est un match détendu !» Bah non, pas du tout. Absolument pas. Charles, ton avis général sur cette série? Bon, déjà, c'est une série de fous. Hein. Franchement, c'est probablement une des meilleures qu'on ait pu voir au premier tour ces dernières années. Alors évidemment, on va encore et toujours parler de la même chose, mais c'est aussi une série qui forcément nous fait regretter le casting autour de Jokic. Hein. C'est un peu les 12 travaux d'Hercule, là, ce qu'on lui demande. Au-delà de ça, en fait, c'est tout le 5 qui est extrêmement sollicité. Alors évidemment, c'est aussi parce qu'ils ont joué un match de plus que certaines autres équipes, mais les 4 joueurs qui ont joué le plus de minutes depuis le début de ces playoffs, c'est Jokic, Murray, Brown et Gordon. Porter Junior est pas très loin puisqu'il est dans le top 10, mais bon, on va pas se plaindre, hein. C'est ça qui nous permet de vivre une série vraiment incroyable avec quasiment que des matchs accrochés. Il y a, tu l'as dit, que le troisième qui se soit joué avec plus d'une possession d'écart, il me semble. Et c'est aussi parce que Jokic était un peu moins dedans, c'est un peu son pire match de la série. Moi, j'avoue que ce troisième match, il m'a vraiment fait peur, pour être honnête. La colère de Jokic sur le banc, l'incapacité d'Adelman à trouver des solutions face à l'intensité mise par les Clippers. J'ai vraiment un peu flippé, et puis surtout, en fait, même le comportement de Jokic dans ce match, tu vois, il prend que 14 tirs dans le match. Il en prend moins que Murray, moins que Gordon. C'est pas possible, en fait, de voir ça. On le sait, si Denver veut espérer quoi que ce soit avec cette équipe et dans ses playoffs, ça passera forcément par lui. Alors, évidemment, les autres ont un rôle à jouer. On l'a vu sur le match 4. Mais les ambitions de cette équipe, elles passent avant tout par une domination de Nikola Jokic. Ouais, mais il peut pas. On a eu la réponse au Game 4, Charlie. Quand il domine offensivement, c'est tellement. Il est quasiment seul à créer du jeu dans cette équipe. C'est absurde, en fait, ce qu'il doit faire. Et quand il doit, en plus de ça, prendre des tirs et nourrir le scoring plus que ce qu'il souhaiterait faire. N'empêche que le Game 4, il le gagne parce qu'il prend 25 tirs. Hein. Il le gagne pas, tu vois. Bien sûr. Mais à la fin du match, il est crevé. Tu vois bien qu'il est vraiment en bout de course, quoi, et qu'il a besoin que quelqu'un prenne le relais. Et moi, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, alors, Jamal Murray fait un bon Game 3. Ok, cool, mais bon, vous le perdez de je sais pas combien de points. Et au Game 4, Murray m'énerve énormément. Et je sais pas si il m'énerve parce que je suis frustré de ce qui se passe à Denver. Mais je trouve que il est pas bon dans la distribution du jeu. Il a manqué je ne sais combien de fois des shooters ouverts pour finir sur des paniers compliqués ou des pertes de balles. Il a marqué quelques paniers importants, certes. On connaît sa capacité à être bon dans le clutch, certes. Mais je trouve que il est trop faible en fait face aux Clippers, quoi. Face à Kawhi, quand il s'est mis à dribbler face à Kawhi Leonard, où il a eu du mal à se débarrasser de Bogdanovic.
comment il s'appelle, Derrick Jones Jr. lui pose des problèmes, voilà, longueur, rapidité, détente. Il y a trop de façons où Jamal Murray est mis en difficulté. Et pas que face aux Clippers. Déjà l'an dernier face aux Wolves. Donc, je suis un peu dégoûté quand même de voir que là, il a fallu que Michael Porter Jr., qui s'est démis l'épaule dans le game 2, et c'est pour ça qu'il perd le game 2 d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, entre sa blessure et si tu vois de la suite d'événements que ça crée derrière, il y a eu, ça a porté sacrément à conséquence cette blessure. Ah, mais Et là, moi, j'arrive pas à croire que ce soit ce mec-là qui arrive à s'en sortir le mieux dans l'opération, quasiment, entre lui et Jamal Murray, quoi. Enfin, ah, mais moi, je trouve ça dingue, en fait. je t'accueille avec plaisir dans mon club. Il faut trader Jamal Murray. Bienvenue, bienvenue à Mais toi. j'arrive pas à me dire ça encore Ça va parce que. venir. Mais non, mais ouais, non, mais après, voilà, j'ai vu cette équipe remporter le titre, j'ai vu ce qu'il était capable de faire. Mais en fait, ce que je me dis, c'est que et ça, on en a déjà parlé, toi et moi. Jamal Murray, pour que ça se passe bien, il y a beaucoup trop de conditions. C'est beaucoup trop de conditions à remplir pour que ça se passe bien. Et la probabilité qu'il remplisse ces conditions est tellement faible, à mon sens, dans 4 séries de playoffs qui te mèneraient une nouvelle fois au titre, que voilà. Et je pense que son parcours de 2023 est plus une exception que la règle chez lui. Et j'en suis de plus en plus persuadé. Et Michael Porter Jr., franchement, j'ai du mal avec lui parce qu'il sait pas dribbler, il sait pas, enfin, il est blessé, ce joueur. Il est arrivé dans la ligue blessé et il a des limitations physiques qui font qu'il y a plein de choses qu'il ne peut pas faire. Mais pareil, pour moi, c'est pas possible que ce soit le 3e joueur le plus payé de ton effectif ou le 4e. Je sais plus où ils en sont en termes de salary cap puisque Gordon a prolongé. Mais c'est pas possible en fait. Et il a été courageux, il a été vaillant. Hein. Franchement. Ah, mais honnêtement, c'est un exploit qui est de partout. Ah non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est un exploit qui est de partout. C'est une survie qui tient à. C'est n'importe quoi. C'est franchement ouais. Je veux dire, les Clippers sont tellement plus complets. C'est enfin vraiment. Je trouve que c'est déjà miraculeux qu'il y ait 2-2 et franchement, moi je vais te dire un truc, hein, et pourtant tu sais que j'aime énormément Jokic, hein, mais moi j'espère que Denver va pas passer. J'espère vraiment pour l'intérêt des playoffs que Denver va pas passer parce que la moitié des titulaires de cette équipe jouent 42 minutes par match en fait. Tu vas te pointer contre OKC qui est une des équipes les plus physiques de la conférence Ouest, mais qu'est-ce que tu vas faire? Dans quel état seront les mecs? Tu feras rien. Tu feras rien du tout puisque voilà. Non mais je veux dire au-delà du niveau intrinsèque de l'équipe, dans quel état physique est-ce que les mecs vont arriver en fait? C'est ça la question. Mais... on est qu'à 2-2 dans la série et tu le dis toi-même, Jokic il finit les matchs sur les rotules. Mais t'as vu la défense t'as vu le gars a réussi à résoudre un plan défensif. Je sais pas si on réalise ce que font les Clippers, mais c'est grosso modo on ignore quasiment tout le monde. Et on prive Jokic, on fait des espèces de prises à deux quand il a le dos tourné avec Chris Dunn ou je ne sais qui, quel joueur, Powell parfois, Jones parfois, enfin bref. Mais en fait, l'intégralité du schéma défensif des Clippers est fait pour arrêter Jokic. Point barre. Les autres, ils s'en fichent totalement. Bah oui, mais c'est cohérent. Et c'est dingue. Et Jokic, au match 4, là, mais déjà dans le match 3, il avait commencé à comprendre comment contrer la prise à deux, comment elle venait et comment la contrer. Et c'est fou parce qu'il arrive malgré tout. Le nombre de fois dans le match 4 où tu vois Kawhi Leonard qui essaye de venir piquer le ballon dans les mains de Jokic, et j'ai vu Kawhi Leonard faire ça mais 20 000 fois en NBA et réussir à chaque fois quasiment à prendre le ballon. Et là, Jokic arrivait malgré tout à faire sa passe. Non mais il a un footwork et une bonne passe en plus. Ah ouais, non mais je te dis même pour shooter, il a un footwork, enfin il a une panoplie de techniques ce mec qui est tellement sous-estimé, le sandboard shuffle qu'il met à la fin du match contre Zubac. Et Zubac, mais quelle série il nous fait, mais c'est dingo ce joueur quoi. Ouais.
il est exemplaire. J'ai rarement vu un joueur défendre aussi bien sur Jokic. Il lui donne énormément de fil à retordre. Et c'est pour ça que Jokic est également très fatigué. C'est que les Clippers ont ce luxe d'avoir un joueur où, plusieurs fois dans la rencontre, ils peuvent se dire on fait pas de prise à deux, on te laisse défendre un contre un. Ce qui permet de créer la surprise quand tu décides de lancer tes prises à deux dans une espèce de c'est pas un, ouais, c'est comme une espèce de blitz, mais au poste, c'est trop bizarre ce qu'ils font. Mais c'est hyper ingénieux, hein, c'est génial. Enfin, Jeff Van Gundy, mec, c'est un génie défensif, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Et puis cette équipe, elle est vraiment bien coachée. Enfin, tu vois, moi j'aime vraiment ce que fait Tyronn Lue avec ses rotations, le temps de jeu qu'il donne à Batum, la confiance qu'il fait parfois à Ben Simmons, qu'on a pourtant très longtemps vu comme un problème en playoff. Il a une rotation à 9, avec des joueurs en sortie de banc qui ont tous un rôle très clair, qui apportent des bonnes minutes. Ouais. Et d'ailleurs, franchement, ouais, un mot pour Batum, qui est excellent. Il est Ah, mais tellement juste dans son mais rôle. tellement. Ah là là, mais Powell, quel c'est bonheur. pareil. Ouais, ouais. Ah, Non, franchement, cette équipe des Clippers, elle est fun. ouais, elle est vraiment chouette. Et franchement, voilà, ça me fait mal au cœur pour Jokic, mais j'espère vraiment que les Clippers vont passer et qu'ils vont rester en bonne santé, parce que je pense qu'une demi entre OKC et ces Clippers-là, ça peut être Jokic est très à bien. ce point fort qu'il est capable de gagner cette série maintenant que c'est à 2-2. Très sincèrement, je suis persuadé Franchement, qu'il est c'est pas capable de. souhaitable, hein. Non, non, mais je ne dis pas qu'il est c'est souhaitable, je Non, dis mais qu'il est même pour capable de lui, le je veux faire. dire, tu vois. Même pour lui, Ah c'est pas ouais, souhaitable, hein, franchement. je pense qu'il est capable de le faire. Effectivement, je ne pense pas que ça soit souhaitable parce que cette équipe ne va nulle part. Quand tu vois Adelman qui fait rentrer Vlatko Kanchar sur le terrain, qui perd le ballon dans deux minutes plus tard sur un vieux dribble où les Clippers arrivent, ok mec, vas-y, on prend le ballon, on part en contre-attaque, ok. Comment tu C'est pas, l'interprètes, toi, le coup de c'est pas gueule qu'il y a eu possible. là de Jokic sur le banc contre Adelman? C'était quoi? C'était au match 3. C'est une péripétie ou pour toi, c'est vraiment le signe que Jokic, il en a marre, là? Je pense que Jokic en a marre. Je pense que enfin, c'est un peu des deux. Mais il est, Jokic, il est comme ça. Quand il perd et que Jokic, je pense que ce qu'il déteste, c'est avoir l'impression qu'il est impuissant face à une situation et que cette impuissance prend racine dans le fait que les autres ne comprennent pas ce qu'il faut faire pour sortir du schéma de défaite dans lequel il se trouve. Je pense vraiment que c'est ça. Ouais, ouais, non, mais je pense Et, que tu et pourrais je me le vois bien relier. Jokic quand et c'est d'ailleurs un point qui n'est pas à qui ne joue pas pour lui, c'est qu'il a trop souvent tendance à pas à bouder, mais quand ça va pas dans son sens et qu'il sent que ça va bien se passer, je dis pas qu'il va balancer le match, mais il sera beaucoup moins précis Ah, il va être impacté, tu veux dire, par ouais, cet état mental, il va quoi. se Ok. laisser déborder par son agacement et par Ok. sa. Mais c'est normal, il est humain. Enfin, je veux dire, n'importe quel être humain, dans son cas, quand tu es au bord de l'épuisement, au bout d'un moment, c'est dur de réagir autrement, quoi. Ah, il y en a qui tombent pas Mais là-dedans, hein. non, oui, C'est rare, mais tu vois, des mecs comme c'est rare, Butler, hein. LeBron, qui ont un peu ce côté robot, tu vois, Ouais, d'être prêt jusqu'au bout. me lance pas sur LeBron parce que je pourrais citer plein d'exemples où il a complètement disparu parce que ça allait pas dans son sens. Donc, Alors, au début de sa carrière, surtout, après, moins quand même, oui, non? enfin, oui, moins, oui, oui, Moi, c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Non, mais bon, ouais. de toute façon, voilà, je suis pas Mais du tout d'accord. Mais ouais, non, ouais, non, mais je veux dire, j'ai trouvé ça inquiétant quand même, moi, cette séquence, tu vois. Je me suis dit, hmm. mais où Mais est-ce qu'elle effectivement, va aller, je cette pense que série? le point sensible de Denver, c'est la question de Jamal Murray. Et Jamal Murray, pour moi, n'est pas un numéro 2. Ça peut pas être ton numéro 2. Et le contrat qui lui a été donné, c'est un contrat de, au minimum, numéro 2. Et c'est une erreur. Ce contrat va être une erreur. Ah Il est oui, ça payé c'est comme sûr. il est payé comme une superstar qu'il n'est pas. Et ça, c'est dramatique parce que financièrement, Denver va avoir du mal à naviguer autour de ce truc-là, quoi. Ils vont devoir faire des choix, des choix compliqués. Pour moi, les deux seuls joueurs qui sont intouchables dans cette équipe, c'est Gordon et Jokic, qui sont absolument complémentaires. Et Jokic a besoin de Gordon pour faire tout ce que lui ne peut pas faire. Mais Murray est tout à fait remplaçable à mes yeux. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et là, ça fait trop de fois où je le vois galérer. Enfin, j'ai re-regardé le match.
Mais t'as des fois où t'as Porter qui est seul à 3 points et t'as Murray qui est là en train de dribbler. Il y a un moment, Murray ne comprend pas le schéma de jeu. Il dribble, il dribble, il dribble. Et à un moment, il lève la main du style ah, c'est bon, j'ai compris. Il reste 10 secondes sur l'horloge. Ouais, non, mais moi, Et non, mais c'est pas possible. Il y a un moment, le gars, il a le ballon, il dribble. Il y a Kawhi devant lui. Il y a un joueur des Clippers qui est clairement en face, qui n'attend qu'une chose, c'est que Murray commence à attaquer pour venir faire une espèce de fausse prise à deux parce qu'il défendait en zone. Donc pour empêcher Murray d'avancer avec le ballon en main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue. Mais gars, mais il y a un moment, mais lâche la gonfle. File-la à quelqu'un d'autre qui sait faire quelque chose. Et c'est aussi ça le gros problème de Denver. C'est qu'à part Jokic et Murray, qui est un créateur assez moyen quand même, il a eu 8 passes décisives dans le Game 4. Ok, certes, mais franchement, il n'a pas un niveau de création très, très, très développé. Et je pense que Denver et Jokic gagneraient vraiment à avoir un créateur beaucoup plus tranchant que Jamal Murray, quoi. Et oui, c'est con de vouloir qu'un mec aussi clutch s'en aille, et ainsi de suite. Franchement, c'est un crève-cœur de penser à ça, mais je peux pas croire que Jamal Murray puisse être la solution aux côtés de Jokic. Et je sais pas qui va prendre quelle décision du côté de Denver. Là, je suis en train d'entendre Bob Myers qui va peut-être prendre le job à Phoenix et que James Jones va être dans un rôle de conseiller. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre encore là-bas? Et ça me fait suer de pas entendre une seule fois le nom de Bob Myers à Denver, quoi. Ça me fait suer. Ouais, bah écoute, moi j'ai rien à rajouter, hein. Moi, tu sais très bien sur Jamal Murray, tu prêches un convaincu là. Moi, je Ça me suis calme. désolé, mais cette campagne de 2023, c'est un totem d'immunité qui a déjà beaucoup trop duré. C'est un peu comme Doc Ouais, Rivers avec le titre de 2008, quoi. Pendant ouais. combien d'années on va nous rabâcher avec cette campagne, quoi? Ça suffit. Je vais ouvrir les yeux. Le passé, c'est le passé. Et Jamal Murray, aujourd'hui, il a pas le niveau pour être le lieutenant du meilleur joueur de la ligue. Point. C'est ça, ouais. En fait, il a eu cette espèce d'éclat phénoménal en 2023 et c'est tant mieux pour tout le monde, c'est tant mieux pour Jokic, c'est tant mieux pour lui, c'est tant mieux pour les Oui, c'était Nuggets. génial. Premier titre de l'histoire, la campagne était formidable et encore une fois, c'est pas dénigrer Jamal Murray que de dire ça, mais aujourd'hui entre ses problèmes de blessure et le problème de profil et de la façon dont les équipes en face sont face à Denver, ça ne va pas, ça ne convient pas. Ça Non, ne convient pas, je pense que ça ne convient pas. non, c'est pas adapté. Et leur jeu à deux, je sais pas ce que t'en penses, Charlie, mais il est de moins en moins. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément d'équipes qui ont compris comment freiner ce jeu à deux entre Jamal Murray et Jokic. C'est-à-dire en disant, bah vas-y Jamal, fais ton truc, Ouais, c'est ça. Amuse-toi bien avec ton ballon, là. on va surtout s'occuper de ton pote là qui lui est capable de faire jouer tout le monde, quoi. Ouais, non, mais oui, mais enfin, en fait, tu sais, moi, j'ai grandi en voyant des pivots être surestimés parce que leur meneur les mettait en valeur, tu vois. J'ai un mec comme Chris Paul, par exemple, à cause de lui, beaucoup de pivots ont été surestimés. Murray et Jokic, c'est l'inverse, en fait. Jokic a tellement mis, je trouve, Jamal Murray en valeur à certains moments qu'aujourd'hui, on a une Mm. opinion de Jamal Murray qui n'est pas la bonne. Et je suis persuadé que le jour où on verra Jamal Murray dans une autre franchise sans Nikola Jokic, bah, on aura la confirmation ultime que cette campagne de playoff de 2023, eh ben, c'était une exception. J'ai vraiment du mal à croire que les Nuggets vont faire ce qu'il faut c'est à l'intersaison, mais Bah écoute, on ça me verra bien. rendrait triste. Déjà, il faudrait connaître le nom du coach, si c'est Adelman ou si c'est quelqu'un d'autre, et il faudrait connaître le nom Du du general prochain manager. général manager. Ouais. Ce sera à lui que. Il faut voir après les moyens que vont lui donner les proprios. C'est-à-dire que si la famille Kroenke dit pas au général manager, gars, on te fait entièrement confiance, et qu'il n'est pas recruté sur un plan d'action, sur une stratégie claire, nette et précise, tout ça servira à rien, quoi. Ouais, après, bon, voilà, tu vois, là, on est déjà en train de se projeter à l'intersaison prochaine. Il y a que 2-2 dans la série, et tu l'as dit, Jokic est tellement fort qu'il est capable de la gagner, hein, cette série.
Oui, il est même capable de battre mais voilà, il est même capable de battre le Thunder. Moi, je l'espère pas, et je l'espère pas pour l'intérêt de ces playoffs et pour l'intérêt de la carrière de Nikola Jokic, et aussi pour son état physique, parce qu'à un moment, ça va péter, hein, à force de tirer sur la corde comme ça. C'est beaucoup. Là, il est à 43 minutes par match, je crois, un truc comme ça. Ah non, mais sans lui, c'est la mort absolue de toute façon. Bien sûr que c'est la mort. Et je comprends même pas que Julian Strother ou tous ces joueurs-là sortent jamais du banc. Mais à quel point ce banc est pourri jusqu'à l'os, quoi. Qu'est-ce que fait encore DeAndre Jordan sur un terrain, quoi? J'allais te dire, tu sais que DeAndre Jordan a plus joué que Julian Strother sur cette série. Non, mais c'est fou. C'est-à-dire que toute la stratégie de base qui était pensée du style on va drafter des jeunes joueurs et tout ça ne tient pas du tout la route. Donc il faut cesser avec ce non-sens total, quoi. Si c'est avoir des jeunes joueurs parce qu'ils coûtent pas cher, mais ne jamais les faire jouer parce qu'ils sont incapables de mettre un pied sur le parquet en play-off, ça veut dire que tu fais n'importe quoi. Et, oui. Et ça en fait, ça me révolte, ce truc-là. C'est parce que tu ne peux pas avoir... C'est ce que disait, je sais plus quel commentateur l'autre fois, ou c'est dans un podcast. Qui c'est qui disait ça? Je sais plus. Mais je crois que c'est Tim Legler qui disait Denver, c'est une des rares équipes qui a gagné le titre en 2023 et qui depuis s'est dit est-ce qu'on peut refaire la même chose avec des joueurs moins talentueux autour de Jokic, quoi. Est-ce qu'on peut faire plus avec moins? Bah non, bien sûr que non. Vraiment pas. C'est complètement débile. Enfin bref. Ça y est, tu vois, ça y est, ça m'énerve. Bah oui, mais je comprends, c'est tellement frustrant. Je vais terminer ce podcast énervé, Charlie. C'est pas bien, ça. J'aurais jamais dû terminer sur Denver. C'est vrai, oui, c'est vrai, remarque. T'as vu, c'est moi, j'ai mal construit mon histoire, là. Je vais être chafouin, là. Ça y est, voilà. Allez, Charlie, merci de m'avoir accompagné. Bah écoute, c'était avec plaisir, hein, comme toujours. D'avoir écouté mes complaintes. Alors qu'on a gagné un des matchs les plus incroyables de ces playoffs. Franchement, j'étais en train de sauter comme un bouquetin dans la montagne. Non mais la série est folle, hein. Franchement, la série est incroyable. Ah non, mais la série est absolument incroyable. Je m'accrochais au rideau de chez moi. J'étais comme un fou, quoi. J'ai failli mourir plusieurs fois en même temps. J'ai eu plusieurs crises cardiaques. Charlie, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, avec plaisir. À très bientôt, chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Merci de votre soutien. Merci d'être là. Et puis, on se retrouve vendredi avec un invité que vous allez découvrir. Il a jamais mis les pieds encore dans le podcast, plus ou moins. Petite surprise, vous verrez bien. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne fin de journée. Profitez bien des matchs qui se jouent là maintenant, tout de suite. J'essaie de mettre le podcast le plus rapidement en ligne. C'est promis. Et à très bientôt. Ciao. Bye bye.